C'est l'heure d'embarquer pour un épisode de New TARDIS Experience, le podcast débrief de la nouvelle série Doctor Who. Bon alors, la musique c'est bon, la voix c'est ok, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ah bah oui, allez, montez. J'étais à la maison. Non, j'étais dans le TARDIS et il y avait cette lumière et j'arrive pas à me rappeler autre chose. Rose Tyler. Je voulais vous faire voir tellement d'endroits. Barcelone. Pas la ville, Barcelone. La planète Barcelone. Vous auriez adoré. C'est fantastique. Ils ont des chiens qui n'ont pas de nez. Vous vous rappelez combien de fois vous m'avez raconté ces blagues et c'est toujours aussi drôle. Pourquoi on ne partirait pas tout de suite ? Vous pouvez partir. Et moi aussi d'ailleurs. Mais d'une autre façon. Ce n'est pas très clair. Eh bien non, c'est pas très clair. Je vais peut-être avoir 2 têtes ou pas de tête du tout. Imaginez-moi sans tête et une. Ne dites pas que c'est mieux comme ça. Mais c'est délicat comme évolution. On ne sait jamais comment ça va se terminer. Éloignez-vous. Docteur, dites-moi ce qui se passe. Rose qui commence en nous disant qu'elle était dans le TARDIS, qu'il y avait cette lumière pour au final finir par demander directement au docteur ce qui va se passer. Mais dites donc, l'histoire ne se répéterait-elle pas finalement ? Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour débriefer un épisode, mais pour y voir plus clair. Mais nous tenterons quand même d'en retenir que le positif. Tout ceci fut la plus grande des joies. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de New TARDIS Experience. C'est un épisode un peu spécial que l'on vous propose aujourd'hui car non, ce n'est pas encore la rétrospective de la saison 2. À vrai dire, pour faire cette rétrospective, nous attendions d'avoir des nouvelles de l'avenir de la série. Nous ne savions ni ce que serait le prochain épisode, ni quand il arriverait. Et puis les nouvelles sont tombées. Des nouvelles plutôt inattendues. Plutôt décevante même. C'est pour cette raison que nous avons décidé de commencer par une émission spéciale consacrée à ces annonces. Les 2 saisons produites avec Disney étant ce qu'elles sont, le docteur de Ncuti-Gatwa mérite une véritable rétrospective qui ne soit pas entièrement parasitée par l'amertume que peuvent laisser ces dernières annonces. Bref, pour en discuter, je ne suis évidemment pas seul, ce serait tellement ennuyeux. Je suis accompagné de Nico et Rose, les indéboulonnables de l'émission. Salut vous deux. Salut. Coucou, c'est nous. Bon, je vais pas vous demander comment ça va, du coup. Non, mais là, j'étais en train de réfléchir. S'ils ont une planète avec des chiens qui n'ont pas de nez, nous, on a une planète avec des nez qui n'ont pas de chiens. Donc finalement, c'est plutôt pratique. Ça résume bien l'état mental de Nico, qui est catastrophique. Ça promet, c'est la chaleur qui commence déjà à taper. Ah, je sais pas, ouais. J'ai jamais pensé à ça. Comme lors de notre précédente émission, nous enregistrons aujourd'hui en direct sur notre Discord. Nous partagerons donc certaines réactions et celles et ceux qui le souhaitent pourront même prendre la parole au cours de l'émission. Voilà, alors ça va être total impro, donc par où on commence ? Je ne sais pas. Alors, moi, je peux commencer, si vous voulez, par Vas-y. un résumé de ce qui s'est passé dans les événements précédents. Plus exactement, depuis la dernière fois qu'on était là, donc on a parlé de Reality War. Oui, il s'est passé tellement de choses. Donc depuis Et si un peu en an, même temps. exactement les péripéties autour de Doctor Who. Donc, On je t'écoute. remonte un peu en arrière pour un peu de contexte. En mai 2024, la saison 2 finit son tournage de 6 mois avec le tournage de The Reality War. Cette version avait une fin différente, un cliffhanger avec Suzanne qui appelle Poppy sa mère. Je voulais rajouter ça parce que je crois qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois. Non, Donc depuis, on a appris que via Caroline Ford que c'était ça la fin prévue. ça m'aurait tellement aussi énervé. En vrai. Bref, le tout aurait été développé dans une saison 3. Au cours de cette année, donc de l'année 2024, probablement entre octobre et décembre 2024, Ncuti-Gatwa décide de quitter la série, très certainement causée par l'incertitude autour du futur de la série avec Disney. Au minimum jusqu'en février 2025, un reshoot de Reality War a eu lieu.
Ncuti Gatwa tourne sa régénération. RTD décide de rajouter Billie Piper à la fin. D'après certaines rumeurs, la décision de rajouter Billie Piper aurait eu lieu au dernier moment. Donc ça, on n'en est pas sûr, mais voilà. On voit dans l'épisode que ça a été tourné devant un fond vert et qu'ils ont juste rajouté sa tête sur le corps de Ncuti, ce qui donne plutôt un indice. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de shooting photo avec de nouvelles images de Billie Piper dans le costume, ce qui a toujours été un peu étrange. Il n'est jamais confirmé quel rôle Billie Piper devait jouer. Le 28 octobre 2025, la BBC annonce en même temps le départ de Disney+, et un nouvel épisode de Noël pour 2026, écrit par RTD et produit par Bad Wolf. Le 26 novembre, en interview... 3 jours après l'anniversaire de la série. Ouais, c'est vrai. En interview, Russell T. Davies dit qu'il n'a pas encore écrit le special, mais qu'il sait déjà tout ce qui va se passer dedans et qu'il l'écrira en 2026. Dans le Doctor Who magazine du 4 décembre, RTD mentionne 3 mots qui seraient dans l'épisode de Noël qui sont Buffers, Winternox et Village. Winternox et Buffers avec une majuscule, donc j'imagine que c'est des noms propres. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. D'accord. Donc, dans une interview du 6 décembre, 2 jours plus tard, RTD dit que son plan pour le Christmas Special a laissé les responsables de la BBC bouche bée. Et j'ai envie de dire que moi aussi je suis bouche bée. J'avoue que ça m'a surpris. Le plan, il était pas mal. Le 9 février, un responsable de la BBC mentionne, donc là on est cette année, 9 février 2026, un responsable de la BBC mentionne également le Christmas Special, donc il existe toujours à ce moment-là. Le 22 février, Murray Gold dit en interview je sais que Russell a écrit, je crois, plusieurs versions selon ce qu'il pourrait se passer. Oh, putain. Donc, il a pas l'air d'être complètement sûr de ce qu'il dit. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a entendu et pas quelque chose qu'il a vu directement. Ah, il l'a lu sur Reddit. Mais en tout cas, il a dit ça. Dans le Doctor Who magazine du 30 avril, Russell T. Davies mentionne encore une fois le Christmas Special. Je donne pas le contexte parce qu'on s'en fout, mais juste, visiblement, il existait encore dans sa tête à ce moment-là. Mi-mai 2026, Russell T. Davies dit à un fan à un événement qu'il ne peut pas parler du Christmas Special. Le 29 mai, Russell T. Davies déclare en interview qu'il n'a rien de prévu jusqu'en 2027, pardon. Ouais, c'est vrai que j'en ai entendu parler de ça. Et le 1er juin, Russell T. Davies dit qu'il y a une annonce imminente qui va arriver. Et finalement, le 10 juin, le communiqué de la BBC qu'on va vous lire sort. Et donc, si tu veux, Rose, le lire. Tout à fait. Alors, laissez-moi reprendre petit communiqué. Donc, c'est une traduction de Nico, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Non, elle est super. Merci. Alors, afin d'assurer la pérennité de la série pour les générations futures et conformément aux exigences de la charte et accords de la BBC lancera cette année un appel d'offres pour la production de Doctor Who. Doctor Who reste un élément important de la BBC et cet appel d'offres témoigne de l'engagement continu de la BBC envers la série, garantissant ainsi que le public pourra continuer à en profiter pendant de nombreuses années. Après mûre réflexion, la BBC, Russell T. Davies et Bad Wolf ont décidé d'un commun accord de ne pas donner suite à l'épisode de Noël de Doctor Who annoncé précédemment. Cette décision n'a pas été prise à la légère et nous savons qu'elle décevra les fans. Mais, afin de préparer la série pour les saisons à venir, il a été décidé que plutôt que de combler le vide avec un épisode spécial unique, nous choisissons d'aller de l'avant pour investir dans l'avenir à long terme de la série, ce qui garantit que lorsque le TARDIS atterrira à nouveau, ce sera dans toute sa splendeur. La nouvelle série d'animation Doctor Who pour CBeebies annoncée précédemment est actuellement en production. Les détails de l'appel d'offres seront annoncés en temps voulu. La BBC conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur Doctor Who. BBC Studios continuera à diriger la distribution mondiale de Doctor Who ainsi que les licences, les produits dérivés, les expériences numériques et immersives pour le compte de la BBC. Voilà. Ah oui, Adèle qui dit qu'elle est vachement plus hypée par la série d'animation. Je suis pas sûr, mais pourquoi pas. C'est à cause du nom de CBeebies, c'est trop mignon CBeebies. CBeebies. Ouais, CBeebies, c'est mignon, ouais. Ah, c'est Bébé dans l'espace, le spin-off, trop hâte. On suit tous les bébés, chacun a une histoire. Peut-être qu'il y en a un qui mourra et je serais content, mais... Oh, il est horrible. Avec un lance-flamme, il faut rester cohérent. Bon bref, il y aura déjà plein de choses à dire sur ce communiqué, mais on peut lire l'annonce de RTD. Vous êtes sûr? Allez. Non. C'est important. Il faut passer par là. Le plus agréable.
Je dis donc au revoir à Doctor Who, mais bonjour à un nouvel avenir prometteur pour la série, puisque la BBC vient d'annoncer qu'elle lançait un appel d'offres pour sa production. Par conséquent, il n'y aura pas d'épisode spécial de Noël. Nous avions imaginé cela uniquement pour garantir l'avenir de la série, alors que personne ne savait ce qui allait advenir. Mais maintenant que nous le savons, ce n'est plus nécessaire. Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour plus de Doctor Who, mais vous attendrez pour avoir plus de Doctor Who qu'un simple épisode unique. Ça en vaut donc la peine. Pour information, il n'y a jamais eu de scénario, je ne l'ai jamais écrit, et aucun acteur n'a jamais été approché pour jouer le prochain Docteur. Vous n'êtes peut-être pas d'accord ? Très bien. Asseyez-vous sur cette chaise et attendez d'avoir raison. Vous attendrez très longtemps. Maintenant, je suis aussi impatient que n'importe qui de voir ce qui va se passer ensuite. Vont-ils garder le générique ? Vont-ils se débarrasser de la cabine bleue ? Vont-ils faire revenir le Dravin ? Tout est possible, ce qui est tellement Doctor Who. Passionnant, imprévisible et nouveau. Voici donc venir le futur. Warp, warp. J'imite bien le Tardis. On parlait des chiens sans nez. La meilleure partie de son annonce. Voilà. Ouais. Et donc Bad Wolf a aussi fait un post Insta qui est un peu plus classique. Ce fut une joie et un privilège d'avoir été aux commandes du Tardis aux côtés du brillant Russell T Davies. Doctor Who est et restera toujours une série qui éclaire les ténèbres et ce fut un immense honneur d'en avoir été le porte-flambeau pendant 26 épisodes avec la BBC et Disney+. Merci de nous avoir accompagnés dans cet incroyable voyage à travers l'espace et le temps et surtout merci aux fans de rien. Allons-y, allons-y. Mm-hmm. Bon. Ouais. Donc si on reprend les choses dans l'ordre, il y a plein de choses qui naissent de cette histoire. Si on essaye, je pense que le mieux c'est qu'on essaie déjà de parler de ce qui a mal tourné et après on parlera du futur pour la série. Mmh. Oui, finir sur une note positive peut-être. C'est positif. On y croit. Je sais pas, ça a été quoi votre première réaction en lisant ces annonces ? Vas-y Cédric. Bah je réfléchis parce que en fait, tu vois, c'est une de ces annonces où je pense que je me souviendrai pendant un moment de où j'étais, ce que je faisais au moment de l'annonce. C'est bizarre. Hein. Bon après en même temps là ça date que d'une semaine, mais quand même, ça m'a saoulé, mais en même temps ça m'a pas surpris. Je fais souvent les montages de Retardis sur le Discord et Nico tu me rejoins assez souvent. Et ça faisait un petit moment où on en échangeait. À chaque fois, je te disais, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de nouvelles vraiment sur la production de l'épisode et tout. Et puis déjà, je le sentais pas ouf. Et quand j'ai vu passer l'extrait où Russell T Davies, il est à la radio et il explique qu'il y a un communiqué de presse qui est en train de tourner à la BBC, je me suis dit, ça sent pas bon. Franchement, je me suis dit, enfin voilà, on est habitué à la communication de RTD et j'ai tendance à penser que si vraiment il y avait eu du positif, il aurait annoncé quelque chose il y a une grosse annonce qui va arriver. Il aurait pas dit, il y a un communiqué de presse qui vient. Il y a une grosse annonce qui va arriver. Et là, du coup, en fait, rien que le fait qu'il ait parlé de communiqué de presse, en disant qu'il fallait que chaque mot soit validé, etc. Je me suis dit clairement ils sont en train de valider quelque chose qui va pas nous faire plaisir, quoi. Puis preuve en est, voilà, moi ça m'a un peu saoulé, pas plus surpris que ça. Après par contre ce qui en est sorti par la suite m'a vraiment énervé, dont le post Instagram de RTD du coup. Mais ça je pense qu'on en parlera un peu plus après. Ouais, moi pour le moment où il parle d'une annonce, moi pour le coup j'avais la réaction inverse, je me suis dit mais jamais de la vie il teaserait une annonce si c'était une mauvaise nouvelle. Donc j'étais persuadé que c'était une bonne nouvelle. Ça m'a vraiment... C'était trop bizarre en fait. Mais en vrai, je pense que ma première réaction c'est que j'étais quand même un peu dégoûté, j'étais un peu triste. Mais au fur et à mesure, en essayant de me concentrer sur le positif et sur le futur, je me suis rendu compte que c'était peut-être une bonne chose. On va peut-être avoir un gap, certainement, mais c'est pas grave et je pense que la série reviendra. On en parlera. Je sais pas toi Rose, toi qui es moins, c'est particulier pour toi Rose parce que t'es fan depuis moins longtemps et t'as vu la série qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. Donc ça, je suis moins à fond sur les annonces aussi. Donc en fait, ce qui fait que j'ai débarqué, vous en parliez sur le Discord, quoi, qu'il y avait eu les annonces et je suis allée voir après.
quand c'était déjà fait, peut-être le jour même ou le lendemain. Et donc j'ai juste vu le communiqué de la BBC, puisque le reste, les posts Insta, je les ai vus aujourd'hui, et bon, on en parlera. Mais le communiqué, ouais, pareil, vous parliez sur Discord déjà du fait que c'était bizarre, que on n'entend pas du tout parler de l'épisode de Noël, donc le fait qu'il soit annulé, entre guillemets, pas créé tout court, pour cette année, c'était quand même une déception, hein. C'était une petite déception, et en même temps j'étais effectivement ça paraît logique par rapport au fait qu'on n'avait pas de nouvelles, en sachant qu'on a eu des années quand même avec beaucoup de teasing, beaucoup de spoil un peu sur les réseaux. Là il y avait rien, donc c'était bizarre. Et par rapport à l'appel d'offres, comme on était dans le flou depuis la fin de Disney+, de Disney, je pense que j'ai vu ça d'un bon œil. Ouais, je sais pas trop en fait ce que ça peut donner. Je connais pas le milieu de l'appel d'offres au niveau télévision comme ça. Moi, je connais les marchés publics, les appels d'offres publics comme. Je pense que ça peut être bien. Après, j'attends un peu de voir ce que vous en pensez vous, si vous y connaissez plus. Donc voilà, petite déception, mais globalement, j'ai peut-être plus d'espoir pour la suite. Et par contre, j'ai été énervée par RTD. Mais bon. Je sais pas dans quel sens vous voulez aller, mais je sais pas si vous avez ressenti l'envie de trouver un responsable dans cet échec ou pas. Enfin, je croyais que t'allais dire l'envie de meurtre. De quoi ? T'as dit quoi ? Je croyais que t'allais dire l'envie de meurtre. Mais bon, au final, ça revient. Au final, ça revient au même. J'ai vu des trucs un peu vénères aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils étaient un peu vénères. Non, mais je sais pas, parce que c'est vrai que c'est la réaction que j'ai vue de pas mal de monde. Alors, j'ai vu des gens dire oui, c'est à cause de la BBC, oui, c'est à cause de Russell T. Davies, oui, c'est à cause de Ncuti Gatwa, c'est à cause de Disney. Je suis pas, à titre perso, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui est responsable, mais je pense qu'en fait, il y a eu un petit engrenage, et en fait, il y a eu un premier événement, un mauvais, entre guillemets, premier événement, qui a fait que, par la suite, il y a quelqu'un d'autre qui a voulu gérer cet événement, mais qui l'a mal géré, puis une autre personne derrière. Enfin, tu vois, moi, je pense que c'est vraiment un engrenage de mauvaises décisions. C'est même pas une seule mauvaise décision qui a tout flingué, c'est même pas une seule personne qui a tout flingué. Moi, je pense que c'est plusieurs mauvaises décisions qui ont été prises l'une après l'autre et qui fait qu'en fait, on en est sur cette situation-là. Après, je pense qu'il y a des personnes à qui on peut en vouloir plus qu'à d'autres par rapport à leur investissement passé, par rapport à ce qu'ils disent de la série, par rapport à ce qui... Enfin, voilà. Mais non, enfin, pour moi, il n'y a pas un seul responsable, en tout cas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a deux drames dans le drame. C'est-à-dire que pour moi, il y a le fait que la série soit pas renouvelée et qu'elle n'ait pas un futur immédiat. Pour moi, ça, c'est le monde audiovisuel qui est compliqué, la difficulté des financements, la difficulté qu'a eu Doctor Who de trouver un public probablement sur cette nouvelle ère. Et le deuxième drame, c'est la manière dont ça s'est terminé. D'un point de vue de l'histoire, comment elle s'est terminée, et de comment, enfin, le fait que ça se termine sur Billie Piper, qui finalement ne donnera rien, et qui est un point de départ compliqué pour la prochaine personne qui arrivera, le prochain showrunner, quoi. Mm. Et là, pour moi, il y a une responsabilité. Mais c'est vrai que je serais pas d'accord pour dire que Russell T. Davies a ruiné la série, qu'il a condamné la série, que Disney l'a fait, ou que Ncuti Gatwa l'a fait, ou peu importe. Mais moi, j'ai identifié deux erreurs de la part de Russell T. Davies et de Bad Wolf, qui ont mené du coup à l'autre situation, qui est donc la manière dont la série se termine, que, avec du recul, je trouve folle. J'ai pas envie d'être méchant, mais c'est presque de l'incompétence, quoi. C'est-à-dire que la première erreur pour moi, c'est que Disney a commandé avec la BBC auprès de Bad Wolf 2 saisons. Donc, en toute logique, si on te donne 2 saisons à produire, tu commences pas à en écrire 3. Oui. Ouais. Et c'est d'autant plus fou que tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le monde actuel de la production est globalement en crise avec le streaming, etc. C'est de plus en plus compliqué de financer une série, et c'est de plus en plus compliqué de dépasser 3 saisons, quoi. C'est-à-dire que, notamment avec Disney qui a, mais comme Netflix et tous les autres, hein, qui ont annulé plein de séries après leur première saison alors qu'elles étaient bien et que les gens les aimaient bien.
que ce soit même des séries Star Wars par ailleurs, que ce soit The Acolyte, qui a encore son public par ailleurs. Donc, sachant le monde actuel, la confiance qu'ils ont eue en eux est quand même assez folle, et j'ai même retrouvé des interviews de Russell T. Davies de l'époque, où il parle d'une saison 5. Ouais, enfin, après, si sa saison 5 a été à l'image de son épisode de Noël, qui n'était pas écrit... Non, mais ça, on va en reparler. Mais je pense qu'il avait une énorme confiance en lui, et il y a même eu... Pareil, dans une interview, il parlait de scripts qu'il a reçus d'autres scénaristes pour la saison 3, avec un premier draft, donc ils étaient en cours d'écriture de la saison 3, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement confiants que ça allait être renouvelé, alors que comment est-ce qu'ils pouvaient avoir cette confiance-là ? Alors, soit, comme j'ai dit, c'est une forme d'incompétence, soit ils ont eu des choses qu'on ne sait pas, ils ont eu des garanties de la part de Disney, qu'ils ont finalement trahi. Bon, ok, donc ça, on peut leur trouver une excuse. Par contre, la deuxième erreur, je trouve qu'il y a zéro excuse. C'est le fait d'avoir choisi de mettre Billie Piper à la fin de cet épisode. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu se terminer sur la régénération de Ncuti Gatwa, un fondu dans le noir, fin, et on voit ce qu'on fait après. C'est-à-dire que, avec le recul que l'on a, la seule manière dont ça aurait été logique de foutre Billie Piper à la fin de cet épisode, c'est si tu avais la garantie que tu pouvais en faire quelque chose. Oui, c'est clair. Donc si tu ne le sais pas, et visiblement il n'en savait rien, puisqu'il le dit lui-même, qu'ils ont fait ce truc-là seulement parce que pour garantir un futur, mais en fait, voilà, quoi, il savait pas complètement. Donc si t'es pas sûr de toi, tu prends pas le risque, parce que tu crées une situation qui est déjà pas sympa pour Billie Piper. Elle devient immédiatement le visage de Doctor Who qui se fait cancel, qui est annulé, quoi. Et puis c'est pas sympa parce que peut-être qu'elle avait envie de jouer dans un épisode en plus, hein, on sait rien. Et c'est surtout pas sympa pour le prochain showrunner, les prochains producteurs qui devront gérer cette situation, ou enfin probablement qu'ils l'ignoreront, mais ça, et du coup ça crée un truc dans la série qui est vraiment nul. Ouais. Je suis d'accord. En fait, moi je suis quand même assez estomaqué par cette histoire. Alors, en fait, Disney a sa part de responsabilité. Moi, je trouve qu'il y a eu un problème aussi sur le deal avec Disney. Ce qui est dommage, parce qu'en vrai, c'était super d'avoir la série. En vrai, j'ai trouvé que la production avec Disney, c'était top, parce que voilà, on avait, la série, elle sortait partout elle sortait partout en même temps. On avait les doublages, bien, on était, voilà quoi, il y avait aucun moyen de se faire spoiler. Ça réduisait en plus les risques de téléchargement, etc. Enfin voilà. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment top à ce niveau-là. Après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est peut-être le fait de passer par un soft reboot. Moi, je pense que RTD, il était vraiment pas pour. En fait, j'ai l'impression que toute cette ère, c'est de l'insolence de RTD. On lui demande quelque chose, il va le faire parce que contractuellement il y est obligé, mais il va le faire en te disant merde. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est exactement c'est exactement ce qu'il fait en plus dans le post Instagram, je trouve. Il a fait que envoyer chier les gens au final. Et en même temps, il leur a menti. On revient un peu sur ce que tu avais dit pendant les derniers épisodes où, de toute façon, lui, c'était du clic, etc. Mais clairement, pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et tu vois, et limite, putain, moi, en lisant son post, parce que du coup, moi, je l'avais pas vraiment lu comme ça, et en relisant là son post, je me suis dit mais attends, mais limite c'est la réaction d'un mec qui s'est fait virer, ça, en fait. Je trouve qu'il est... C'est pas impossible. Hein. Je trouve qu'en fait, et puis je trouve clairement que sa réaction et puis sa communication, de toute façon, elle déconne. J'ai l'impression qu'il vieillit mal. Il a fait il a relancé la série, il a fait 4 super saisons. La 4e saison, pour moi, c'est toujours la saison que je préfère. Je trouve que là, il est revenu en faisant, en fait, de façon catastrophique. Alors, est-ce que c'est le fait... Je sais pas, on avait été le chercher, ou tu te souviens ou pas ? Oui, c'est la BBC qui a été le chercher. Ouais, alors je sais pas s'il s'est senti pousser des ailes parce qu'on est venu le chercher en lui disant « Oh, sois le sauveur de notre Doctor Who », mais clairement, je trouve que, même s'il y a des épisodes qui sont super sur la dernière ère, je trouve qu'il est revenu complètement différent de sa première ère, qui, elle, pour moi, était vraiment iconique et géniale. Et je trouve qu'au final, là,
Enfin, moi, ça me donne vraiment l'impression qu'il repart il ressort pas par la grande porte, en fait. Hein. Ah non, moi, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il le vit comme un échec aussi. Hein. Ouais. Je voulais juste rapporter un contexte supplémentaire par rapport à la phrase de RTD qui énerve tout le monde. Qui, j'imagine, est, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, j'imagine que la partie qui énerve, c'est pour information, il n'y a jamais eu de scénario, je ne l'ai jamais écrit, et aucun acteur n'a jamais été approché pour jouer le docteur. On est d'accord que c'est ça qui est très énervant. Mais oui, mais... Ça, plus le vous asseyez-vous sur cette chaise et vous allez attendre longtemps que je m'excuse et que je... Mais c'est ça, en fait. Que je dise que vous ayez eu raison, enfin, c'est au secours. Juste le contexte que je veux apporter en plus, c'est que quelques jours avant, il y a eu un article du Sun qui est un journal plus ou moins d'extrême droite, ou en tout cas qui est un journal qui va beaucoup dans la haine des personnes homosexuelles, qui critique les machins woke et machin. Bref, ils ont fait un article qui dit que l'épisode de Noël serait annulé, donc ça c'était avant l'annonce, serait annulé, qu'il serait déplacé à Pâques, et que la raison pour laquelle c'était annulé, c'était parce que la BBC et Russell T. Davies n'arrivaient pas à trouver un acteur pour jouer le docteur, parce que la série était devenue trop woke. Littéralement, l'article. C'est ça. Je pense, et j'en suis même persuadé, je suis sûr de moi, que cette phrase n'est pas une insulte aux fans, ou un pied de nez aux fans, ou un pied de nez à la BBC, ou peu importe, je pense que c'est un pied de nez et une réponse au Sun. Pour simplement dire, parce que en validant le fait que l'épisode de Noël était annulé, il avait peut-être peur aussi de valider ces articles du Sun, et il voulait simplement dire, clairement, c'était des mensonges, juste pour que ça soit bien clair, nous n'avons jamais approché d'acteurs. Et il n'y a même jamais eu de scénario décrit. Bah, c'est vrai que ça faisait un peu réponse à quelqu'un qui... Enfin, oui, à des critiques qu'on lui aurait déjà fait, alors que l'annonce venait d'être parue. Enfin, je sais pas la durée qu'il y a entre son poste et l'annonce de la BBC. Ouais, immédiatement, ils l'ont fait en même temps. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a même pas eu le temps que lui voit les réactions et qu'ensuite ils répondent par un post et tout. Donc oui, ça sonne un peu réponse à des rageux. Donc pour moi, c'est un truc important parce que, en fait, j'ai vu aussi beaucoup de réactions, c'était le fait que Russell T. Davies ait menti. Franchement, moi, en regardant en arrière, je suis pas sûr de pouvoir vraiment trouver les preuves qu'il ait menti. C'est-à-dire que l'idée que beaucoup de gens ont, c'est de dire cet épisode de Noël n'avait jamais été prévu comme étant en production et c'était un mensonge depuis le début. Honnêtement, je suis pas d'accord. Je pense que ce spécial de Noël a été annulé. Quand, j'ai du mal à le savoir, je pense en début de cette année, mais je sais pas exactement, c'est-à-dire que je vais rentrer là-dedans dans mes théories, si vous voulez, à moins que vous ayez autre chose à dire par rapport à ce que j'ai dit avant, mais... Non, vas-y. En fait, le fait qu'il, comme j'ai dit, il mentionne le spécial de Noël jusqu'avril, et à partir de mai, il en parle plus du tout. C'est-à-dire que tu lui poses des questions, il en parle plus du tout, il veut pas en parler. Donc clairement, à ce moment-là, il n'y a plus. Le souci, c'est qu'il a dit qu'il écrirait l'épisode début d'année 2026. Et franchement, avril-mai, il aurait dû déjà l'avoir écrit. Donc soit il ment en disant qu'il ne l'a pas écrit, et dans ce cas-là, ça a bel et bien été annulé courant avril et mai. Soit ça a été annulé courant janvier-février, et ça a été... et du coup, il a mentionné... Mais du coup, c'est là où ça me paraît pas logique, c'est qu'il y a une énorme incohérence dans ma tête, c'est que il mentionne dans le Doctor Who Magazine d'avril le spécial de Noël dans un contexte dans lequel il n'a absolument pas besoin de le mentionner. C'est-à-dire qu'il le mentionne de lui-même. C'est c'est un article sur les épisodes disparus qui ont été retrouvés. Juste à la fin, il dit « Oh, c'était génial, à l'époque, il n'y avait pas d'annonce, donc les surprises, on les découvrait quand on regardait les épisodes. Est-ce que ça serait pas génial si on pouvait faire ça pour l'épisode de Noël ?» Fin. Et donc, on lui a rien demandé. Et donc, il le mentionne dans lui-même. Donc, moi, je pense que c'est plus probable qu'il ait peut-être écrit un début de script ou alors que dans sa tête, le script n'était pas terminé ou peu importe. Et que finalement, ça a été annulé courant avril et mai, en sachant, même si je suis pas sûr que ça apporte beaucoup, mais je le dis quand même, pour information, qu'en avril, courant avril, il y a eu un changement de direction à la BBC. Le patron, le directeur général de la BBC a changé. Il y a eu d'abord un patron intérimaire pendant 45 jours, puis un nouveau patron qui a été nommé en mai, qui est d'ailleurs un fan de Doctor Who. Mais je ne pense pas que le directeur général de la BBC ait réellement son mot à dire sur ce genre de choses. J'en suis pas sûr, je le dis comme ça. C'est pour ça qu'ils ont viré RTD, parce qu'il est fan de Doctor Who.
Mais donc voilà, je voulais apporter ce contexte supplémentaire. Je suis pas sûr qu'ils aient réellement menti. Réellement. Moi, je pense en dehors de... En fait, je pense que la question n'est même pas de mentir ou pas, en fait. C'est qu'il a joué avec les fans. En fait, t'es pas... Moi, je pars du principe que t'es pas obligé de mentir pour prendre les gens pour des cons. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue. J'ai vu quand même la communication à plusieurs reprises et tout, parce qu'il sait, en fait, je pense que lui-même étant fan de Doctor Who, il sait comment sont les fans de la série. Il sait ce qui va les faire réagir. Il sait ce qui va les faire... Et je trouve qu'il en a énormément joué, finalement. Il en a joué pendant qu'il était showrunner de la série et pendant qu'il avait des épisodes à diffuser. Il en a joué après. Alors, je sais pas si c'est histoire d'essayer de montrer un petit peu la volonté que peuvent avoir les gens ou juste pour s'amuser, en fait. Parce que ça peut être le contraire, en fait. Il peut très bien faire ça pour montrer l'engouement qu'il y a autour de la série et montrer comme quoi, bah, vous voyez, quand on parle de Doctor Who, il y a quand même des réactions, la série, elle fonctionne encore, il y a des gens qui l'attendent, etc. Ça aussi, c'est une possibilité, je pense. Tu sais, il a très bien pu, à un moment, se retrouver à devoir, entre guillemets, défendre son beefsteak. Et il l'a peut-être fait de cette façon-là. Je dis, voilà. Mais je trouve qu'il y a eu des choses, mais à un moment... Ouais, je vais reprendre encore une publication qui me revient de sa part. Et franchement, elle a mis le feu à tout le monde. Hein. C'était une vidéo de son mec dans le TARDIS. Parce que ça y est, tout le monde s'est enflammé en disant « Ah, il nous dévoile peut-être le nouveau docteur !» C'est un truc de fou. Mais pour moi, ça, c'est la faute des gens. Oui, mais... C'est pas sa faute à lui. Ben, en même temps, est-ce que... Alors, je suis pas... Moi, quand je suis des personnes sur Instagram, Facebook, etc., je suis pas le genre à aller voir les gens en leur disant « Ouais, ce que tu publies, c'est de la merde. » Enfin, voilà. Chacun a sa ligne éditoriale. Voilà, moi sa ligne éditoriale me plaît, je le suis. Sa ligne éditoriale me plaît pas, je le suis pas. C'est pas à moi de lui dire, bah tiens, pour que ça me plaise, tu fais ça en fait. C'est pas, voilà. Mais au final, de diffuser ça a donné vraiment l'impression qu'il prenait le risque de justement que ça s'enflamme comme ça en fait. Après, je suis d'accord sur le fait que, bah oui, c'est les gens finalement qui se sont enflammés comme ça pour rien, et puis entre guillemets, bien fait pour eux peut-être. Mais je sais pas, je trouve que il y a en même temps une maladresse. En fait, au fond, je vois exactement ce que tu veux dire, c'est que c'est indéniable, et je vais pas le renier, que que Russell T Davies est un troll. Il aime troller les gens, et c'est même un terme, c'est en anglais, c'est rage bait. C'est tu fais exprès de dire quelque chose pour énerver les gens. Il y a 1000 exemples avec Russell T Davies. Il y a aussi l'exemple qui avait rendu les gens fous. Je sais pas si tu l'avais vu ça, mais quand il avait mentionné le fait qu'il voulait nommer un compagnon pétrole. Mais sauf que moi, ça me fait rire parce que je vois bien qu'il essaye d'énerver les gens. Un compagnon pétrole, je l'aurais jamais cru, ça. Oui, mais tu vois, il fait juste pétrole, c'est tellement un bon nom. J'ai appelé un compagnon pétrole. Bref. Il y a des gens qui ont réagi premier degré, mais le problème c'est que si tu tombes dans le piège, je sais pas, parce que en même temps, j'ai pas envie de juger les gens parce que je vois bien que ça a je me souviens de cette soirée où il a posté cette vidéo de son mec dans le TARDIS et je m'en souviens très bien que les gens étaient tous en train de péter les plombs et donc j'ai pas envie de les juger et que je comprends que ça puisse les énerver après. Mais moi, j'étais un peu en... Enfin, je sais pas, je vois pas comment ils auraient annoncé un nouveau docteur de cette manière-là. Le mec, il était même pas un acteur. C'est un mannequin. Ça m'a semblé tellement étrange. Mais ouais, après... Mais parce que maintenant, il y aurait plus rien qui nous surprendrait, justement, à cause de lui. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Toute la communication de la dernière ère a été faite par les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, tu te dis que tant qu'RTD est aux manettes, bah, toute la communication va se faire via les réseaux sociaux. Après, ce qui aurait été bizarre, c'est que la diffusion vienne de lui plus que de la BBC, pour le coup. Oui, il y aurait forcément un communiqué en même temps. Enfin, bref. Il y avait aussi autre chose, c'est... Tu voulais dire un truc ?
Ouais, non, après du coup c'est par rapport à l'épisode de Noël en général, c'est que je comprends totalement le fait qu'il, comme ils disent, qu'il ait annoncé un épisode en avance et tout pour un peu mobiliser les gens, pour faire voir que la série elle est attendue, les fans l'aiment et tout, machin, y a pas de souci. Mais je me demande vraiment quand est-ce que ça a été vraiment annulé et enfin en fait à partir de quand il a su que ça ne se ferait pas. Et à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas eu tout de suite une annonce? Parce que là, on est en juin. Je pense que la logique de la BBC, c'est de dire, quand on annonce une mauvaise nouvelle, il faut annoncer immédiatement une bonne nouvelle. Et je pense que tant qu'il n'y avait pas les plans qu'ils ont eu maintenant, c'est-à-dire de faire le tenders, l'appel d'offres, pardon. Merci, parce que moi, tender, ça me fait penser à KFC, du coup. Oui, mais moi aussi. Je vais peut-être l'appeler chicken tender tout à l'heure quand j'en parlerai. Parce que ça me fait beaucoup rire aussi. Donc je pense que c'était ça. Et d'ailleurs, je l'ai redit tout à l'heure, mais quand ils ont annoncé le spécial de Noël, c'est au moment où ils ont annoncé le départ de Disney+. Donc ils annoncent une mauvaise nouvelle, ils annoncent une bonne nouvelle. D'ailleurs, enfin. Et là, par contre, on n'en a pas eu là. Ah si, CBeebies. L'appel d'offres. L'appel d'offres. Et puis la série CBeebies. Oui, aussi. Et oui, tu vois, il faut exprès de mettre la série CBeebies, voilà. Donc je pense que la raison pour laquelle ils l'ont pas dit immédiatement, c'est parce qu'ils attendaient d'avoir les plans pour le futur, donc de se mettre d'accord là-dessus. Aussi, il y a une remarque intéressante que j'ai lue. Non, avant ça, je voulais juste rajouter un truc par rapport aux histoires de mensonges. Pardon, c'est qu'il y a beaucoup d'infos. Hein. Je suis désolé. Non, mais t'inquiète. Je l'avais noté, mais j'avais oublié de le dire. Il y a quand même un mensonge de Russell T Davies dont j'avais déjà parlé, que je veux juste rementionner parce que ça, on sait que c'est un mensonge. Et ça, pour le coup, ça m'avait beaucoup énervé. C'est dans ça s'appelle pas Confidential, mais le nouveau, le Unleashed, machin, Doctor Who Unleashed, de Reality War, où ils font dire à Ncuti Gatwa, donc c'est même pas lui qui le dit, ils font dire à Ncuti Gatwa que c'était toujours prévu depuis le début, que je fasse 2 saisons, etc. Ça, c'est clairement un mensonge, on sait que c'est un mensonge. Il y a 2 raisons pour lesquelles ils ont pu lui faire dire ça. La raison auquel j'ai envie de croire, c'est pour protéger l'image de la série, parce que d'une certaine manière, c'est un échec. Et donc, c'est plus difficile de retrouver des financements derrière si tu dois assumer cet échec, ou tu dois publier, enfin, que cet échec est aussi évident. Bon, finalement, tout le monde le sait, hein, tout le monde est au courant. Deuxième chose, c'est protéger l'image de Bad Wolf et de Russell T Davies lui-même. Et qui est quand même une moins bonne raison de mentir. Bref, et donc, qu'est-ce que je voulais dire après ? J'ai déjà oublié. Ça, c'était les mensonges. Ouais, et après, je vais enchaîner sur autre chose. Enfin bon, une personne qui te ment une fois, elle peut te mentir 2 fois. 3 fois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Même 3. Enfin voilà, au bout d'un moment, moi je dis c'est Non, mais je suis d'accord. À partir du moment où ça peut être si facile pour elle, voilà quoi. Là, c'est même on va rentrer dans de la psychologie. C'est même le cas typique de pervers narcissique qui essaye de te faire passer pour un fou parce que mais non, mais j'ai jamais dit ça. Pour moi, ça a toujours été clair comme ça en fait. Le gaslight. Je pense qu'il est. Je peux croire qu'il est tout à fait capable de s'en foutre de gaslight et de mentir pour protéger l'image de la série ou de lui-même. Je me souviens de ce que je voulais dire. Donc c'était merci Serena qui m'a aidé à me souvenir. Par rapport au communiqué où je disais il faut toujours une bonne annonce bidule. Il y a une remarque intéressante que j'ai lue, c'est de dire aussi que le communiqué a eu lieu avant la diffusion de The War Between the Land and the Sea. Et que peut-être qu'ils ont voulu, ils ont précipité l'annonce du spécial de Noël, ce qui pareil est une marque d'incompétence finalement de la part de la BBC, pour protéger la diffusion de The War Between, dans le sens où ça aurait été probablement un peu gênant que la série soit diffusée sans qu'on sache toujours pas ce qui se passe avec Disney+, et pour le futur de la série mère. C'est-à-dire que si tu diffuses un spin-off qui a une série mère qui est morte, c'est un peu bizarre. Au final, en France, on l'a même pas eu, celle-là, encore. Hein. Alors ça, c'est un autre débat. Hein. Alors ça, je pense qu'on va en passer tous les mois, on va regarder le communiqué de la Disney+, et à dire, c'est toujours pas dedans. Et tu penses que dans ce cas-là, vaut mieux mentir, enfin dire oui, il y aura un épisode de Noël et pour passer le spin-off que de rien dire et passer le spin-off et on voit après pour annoncer. Pour eux, je pense que en fait, ils doivent faire de la communication.
pour faire la pub du spécial. Tout le monde lui aurait posé la question et probablement que la communication aurait été totalement pourrie par cette histoire-là. Alors que là, ils avaient une réponse à dire. Il y a un épisode de Noël. Il arrive, c'est l'année prochaine, on se verra l'année prochaine, parlons du spin-off. Ils sont beaux mes poissons, est-ce que c'est... Donc je pense que d'un point de vue stratégique purement marketing, je pense que c'était une chose à faire. Maintenant, voilà, c'est-à-dire que tout ça, c'était théorie aussi. Hein. Moi, je préfère le préciser quand même que oui, on est vraiment façon, dans la terre de... On réfléchit, on n'en sait rien. C'est-à-dire que oui, non, clairement, il y a plusieurs théories qui sont probables et qui sont incompatibles. On n'est pas dans les bureaux de la BBC ni de Bad Wolf. Qu'est-ce que ça serait bien. On n'a pas... tu sais, hein, ça fait une plombe que Eden elle promet, et puis au final... Hein. Mais, ouais, on attend Eden. Non, mais enfin, moi je pense que... oui, de toute façon, enfin, c'est clair que nous ne faisons que spéculer. Histoire d'évacuer toute notre frustration et notre énervement et notre aigreur. Et notre amertume, il manque un synonyme. Du coup, finalement, je change de sujet. Ok. Moi, j'ai un autre truc qui m'énerve sinon, mais peut-être on en parlera plus tard. Vas-y, dis-le. On reste quand même sur l'annulation de Doctor Who. Hein. Ah non, je voulais parler de la nouvelle série. Non, moi c'est le truc, mais ça se trouve, j'en sais rien, j'ai pas regardé les théories, voir les annonces, donc ça se trouve c'est pas du tout. Dis-le. Ce que je veux dire. Mais en gros, moi je m'étais arrêtée sur le fait que Régénération, la tête de Billie Piper. Et là, donc moi au début j'étais surprise, je sais pas forcément en bien en mal, j'étais ni tout l'un ni tout l'autre, mais voilà, je me suis mise à imaginer des trucs en mode ok, est-ce que le prochain Docteur sera Billie Piper, ou est-ce qu'il y aura un épisode et tout, ou est-ce que l'épisode de Noël ça sera Billie Piper. Et là, on lit le post Insta de RTD qui dit on n'a jamais commencé à... du coup, peut-être en réponse à The Sun, mais on n'a jamais commencé à aller voir des acteurs pour jouer le Docteur ou quoi. Et je me dis, quid de Billie Piper, du coup. T'as raison. T'as tout à fait raison. On lui donne pas du tout sa chance, c'était même pas... du coup, il a juste mis ça pour le clic, encore une fois, et pour que tout le monde réagisse, mais du coup, ça sera pas du tout elle. Enfin, c'est chiant, quoi. Voilà, je pense que par-dessus tout, c'est ça qui m'a frustrée. Le fait on n'a même pas cherché d'acteur pour le Docteur, vous en aviez une, du coup, vous en avez mis une. Est-ce que c'était vraiment pour rien? Vous auriez pas tenté un truc avec elle? Voilà. Non, moi je pense que Billie Piper n'a jamais été le Docteur. Oui, après, on peut faire des théories, effectivement. Ouais. De toute façon, c'est pour ça qu'elle l'est pas dans le générique. Hein. Mais le fait est que c'est la première fois de l'histoire de la série. De l'histoire de la série. Écoutez, oui. Que de l'histoire de la série. De l'histoire de la série. Que quand il y a un acteur qui se régénère, il n'y a pas écrit dans le générique gna 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 is the Doctor. Oui, à chaque fois, c'est connu. C'était connu que c'est, en tout cas pour ceux qui connaissent bien Doctor Who et notamment les gens qui font Doctor Who, c'est connu que tu fais toujours ça. J'ai perdu le mot, mais c'est quelque chose c'est comme Noël que les gens font tous les ans, quoi. Si tu fais. La tradition, voilà, c'est ça le mot, tradition. Mais est-ce qu'il y a eu une seule fois où le Docteur s'est régénéré avec une nouvelle tête et cette nouvelle tête n'était pas le Docteur? Non, non, ça aurait été la première fois. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que c'est Billie Piper et il y a juste écrit au générique Billie Piper ./ et on sait pas qui elle joue. Il y a même pas écrit le point barre. Hein. Ça aurait été sympa. Point barre. Donc, ils ont joué du fait qu'on savait pas qui elle était. Mais il y a plein de trucs, mais au final, tu vois, il y a un peu plus tôt dans le chat. Billie Piper était le Valeyard. Bien joué, Morzag, dans le chat. Justement, j'allais citer Morzag tout à l'heure qui disait « Pour moi, ce cliffhanger est une tentative ratée de prise d'otage par RTD dans le style « Maintenant que j'ai mis ça, il n'y a que moi qui connais la suite, donc vous avez intérêt à me donner ce que je veux. » Sur ce sujet, c'est très pertinent. J'en avais parlé aussi avant. Je suis persuadé que la mise de Billie Piper, du coup, d'autant plus maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de suite, qu'il n'avait aucune garantie de suite, je suis persuadé que c'était pour forcer Disney à re-signer et qu'ils voulaient que ça crée un moment de hype sur Internet et que ça suffise pour convaincre Disney à dire ah oui ok Doctor Who c'est populaire donc on refait une 3e saison. Alors qu'au final tout le monde a détesté en fait. Alors que je pense que oui il y en a beaucoup qui ont lynché le final en fait. Au plus de ça, je pense qu'ils en avaient rien à faire. Hein. Et je pense aussi, et c'est important de le dire, là pour le coup je pense que ça a eu un rôle à jouer.
il y a eu un changement de CEO, de prise, enfin des organisateurs, des chefs de Disney. Et là, pour le coup, il y a eu un réel changement de stratégie. C'est-à-dire que le deal de Disney avec la BBC a été signé avec le précédent, qui, je sais plus, c'est celui qui est avant Bob Iger, je sais plus comment il s'appelle. Et finalement, lui, il a été remplacé par Bob Iger. Et Bob Iger, clairement, il avait une stratégie qui était différente avec Disney+. Et donc, ça a probablement joué un rôle aussi. C'est-à-dire que c'est même pas forcément que l'échec de la série sur Disney+, le problème. C'est-à-dire qu'il y a pareil, il y a 1000 facteurs. Mais je pense qu'ils pouvaient pas convaincre Disney+ de continuer. Je pense que c'était mort depuis la saison 1. On le voit notamment au manque de marketing par rapport à la saison 1. Je sais que beaucoup de gens disent la saison 1 a été pas marketée du tout. Moi, je trouve que c'est faux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont fait beaucoup de choses. En France, ok, il y avait rien. Aux États-Unis, ils avaient décoré le métro de New York avec plein de trucs en rapport à Doctor Who. Ils avaient fait passer Ncuti Gatwa et Mel Gibson dans plein de late show hyper connus des États-Unis. Donc ils ont quand même sorti un budget pour la saison 1 qui était inexistant pour la saison 2. Donc pour moi, voilà quoi. Bon bah du coup avec ce qu'a dit RTD, on a pu à théoriser. On sait que lui ne considérait pas Billie Piper comme la nouvelle Docteur. Et qu'il aurait cherché quelqu'un d'autre pour la jouer, du coup, voilà. Mais en fait, ça me dégue, d'apprendre ça, je sais pas, sachant que on va avoir un gap de temps. J'aurais aimé continuer à me faire un peu des théories, ou je sais pas, là, il m'a juste saoulé. Non, mais là, après, c'est plus à lui de décider, hein. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir des comics ou des livres ou des audios Big Finish avec avec Billie Piper, et c'est à eux de décider si elle jouait Rose Taylor. Moi, je préfère l'idée qu'elle jouait Rose par rapport à l'idée qu'elle jouait le Docteur. Parce que je trouvais l'idée marrante. Moi, j'aime bien l'idée du méchant loup. Ou le Bad Wolf, ouais. Moi, ce que j'aimais bien, c'était l'idée que... qu'elle représente un petit peu le cœur du TARDIS, en fait. Moi, j'aimais l'idée que, en fait, le 16e Docteur était bloqué ou je sais pas quoi, et qu'en fait, t'avais une réunion... On aurait eu un épisode spécial avec réunion avec David Tennant qui joue le 14e Docteur, et Billie Piper qui joue Rose dans le corps volé du Docteur. Oh là là. Et en fait, ils seraient fusionnés tous les deux, et ça aurait été la fin du 14e Docteur, et ils auraient régénéré, et ça aurait fait le 16e Docteur. Oh là là là. Tu peux créer une fanfiction avec ça, précisément. Ça sera mon canon. J'étais persuadé que c'était ça que Russell T. Davies allait faire à Noël. Du coup, il avait rien, enfin, on n'en sait rien, bref, on ne saura jamais. Adèle n'a rien compris, mais moi non plus. Eh ben, t'écouteras mieux, Adèle. Tu réécouteras en fois 0,7. En fait, Rose, elle vient d'une autre dimension. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un truc où elle aurait été propulsée dans le corps du Docteur au moment de la régénération? Parce que je sais pas, il y a un bidule avec le temps. Enfin, il change le temps là. Il y a dans l'épisode de Reality War là. Non, c'est dégueu, dit Adèle. Je suis bien d'accord, peut-être. Écoutez, je pense que Russell T. Davies en aurait été capable. C'est vrai. On a bien eu des gens qui une bi-régénération peut avoir une... mais aussi, je pense qu'il fallait absolument se débarrasser du 14e Docteur, parce que j'en ai marre des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi il n'y a pas le 14e Docteur qui est là, alors qu'il est juste à côté ?» Et je suis d'accord avec eux. Il faut se débarrasser de cet homme, il faut le tuer cet homme. Non, sinon on fait 4 saisons avec David Tennant comme le Docteur. Moi, ça me va. non, faut arrêter. En vrai, je l'aime bien David Tennant, mais faut arrêter quoi. Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'en fait, que ça a été aussi une grosse erreur de faire revenir David Tennant. Pourtant, j'ai bien aimé les 3 épisodes. C'est pour les 60 ans. Ouais, mais au bout d'un moment, enfin, c'est bon, il est déjà revenu pour. Au bout d'un moment, on le voit pas stop assez. Quoi. Ouais, stop. Moi, je pense que c'est une. Je pense qu'en fait. En gros, moi, c'est quelque chose que j'ai dit dès le départ sur les 60 ans. Moi, le gros problème que j'ai eu avec les 60 ans, c'est que... en fait, c'était ça. RTD, il revenait. Il est revenu avec les mêmes acteurs qu'avec lesquels il est parti. En fait. Et pour moi, ça fait vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé. C'est qu'il revient et en gros... Alors, moi, ma théorie limite, c'était que en fait, le gars, il était presque prêt à dire qu'en gros, toutes les saisons qu'il y a eu entre ces deux ères n'avaient pas existé. Hop, on revenait, genre, je sais pas, David Tennant... Ça, c'est bien avéré faux, ça, pour le coup. Oui, heureusement. Il y a un truc qu'ils ont fait, c'est mentionner le passé de Doctor Who ad nauseam. Ouais, mais heureusement. Mais je trouve que... Enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, je reviens
Du coup, je reviens avec les mêmes acteurs, histoire de montrer que ce sera exactement la même chose. Alors que non, pas du tout, finalement. Je sais pas, moi, ça m'a vachement dérangé. Et pourtant, j'aime bien, vraiment, j'aime bien David Tennant, j'adore Donna, tout le monde le sait. Mais je trouve que c'était pas une bonne idée. Sur le sujet, justement, moi, je voulais juste... je pense que c'est le dernier truc que je voulais dire sur le passé, finalement. C'était... je voulais parler du sujet de qui a pu empêcher ces nouvelles saisons d'attirer un nouveau public, parce que je pense qu'il y a plein de choses en réalité. Et je pense que c'est une chose déjà, c'est de commencer la série peut-être avec... commencer cette nouvelle ère avec David Tennant. Probablement. Quoique, c'était l'épisode des 60 ans, j'en sais rien. Mais il y avait plein de choses, il y avait beaucoup trop de références à des choses passées, très clairement. Pas assez de développement des choses qui auraient été nouvelles pour un nouveau public. C'est-à-dire que je maintiens quand même que cette histoire de balancer tout le lore sur le docteur en 10 minutes dans un épisode, c'était quand même pas la meilleure idée. Et moi je pense aussi que le cœur, je l'ai répété 20 000 fois, mais pour moi en tout cas, mon impression de la série, c'est que ce que j'aime dans la série, c'est la relation entre le docteur et sa compagne, et que c'est ce que je veux voir en fait. Cette ère, elle a plus eu comme qualité de développer des concepts et des idées pour ces épisodes, plus que de développer des personnages en fait. Et pour moi, les personnages de Unit, c'est vraiment l'apothéose de ça, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un. Vous allez me dire encore, Shirley, elle était super, mais... Oui, Shirley, c'est cœur avec les doigts. Le colonel Ibrahim. Et Ibrahim, si vous voulez. Mais pour moi, c'est des coquilles vides, ces gens-là. Donc, T'as pas aimé Rose ? Mais Rose, c'était la pire. Quoi ? Mais c'est pour ça que ça je le va dis. mais Rose, c'était vraiment... Elle était dans le coin derrière avec son iPad en train de contrôler des mitraillettes. Mais quel bordel, quoi. Pourquoi faire ? Pourquoi elle est là ? Tu es la fille de Donna Noble. Pourquoi tu es là ? Elle faisait un peu tapisserie. Mais en fait, elle avait du potentiel. C'est ça qui est énervant. Oui, de fou. Ouais. De fou. Bref, je sais pas si vous avez d'autres exemples de choses qui auraient pu être plus alléchants pour un nouveau public et permettre un meilleur succès de cette nouvelle saison. Déjà, nettement moins renvoyé vers les anciens... parce que c'est pareil, il y a eu beaucoup de références aux classiques. Alors au final, et en plus je trouve que ça c'est pareil, même sur ça en fait, je comprends pas son ambition, parce que au final, les trois personnages des classiques qu'il a fait revenir, il s'est fait lyncher dessus quoi, parce qu'il l'a pas fait de la bonne manière. Que ce soit Sutek. Voilà, que ce soit Sutek ou la Rani ou Omega. Ou Omega, merci. Clairement, au bout d'un moment, c'était... moi, la Rani, franchement, j'ai adoré le personnage. Hein, et l'actrice qui jouait la Rani, j'ai vraiment apprécié. Mais au final, comment elle finit, j'ai trouvé ça d'une bêtise. Et en fait, je trouve que c'est dommage, finalement. Et tu vois, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, où j'avais juste l'impression qu'en fait, il voulait dire merde aux gens qui voulaient lui imposer des trucs, parce qu'on lui a imposé un soft reboot, et il a jamais autant parlé des classiques que dans cette ère, en fait. Du coup, ça n'avait plus rien d'un soft reboot. Le seul critère de soft reboot qu'il avait, c'est que c'était saison 1 et 2. Voilà, c'est tout. Là où je suis pas totalement d'accord, c'est que si tu regardes les 4 saisons qu'il a fait à l'époque, à chaque fois, le final de saison, c'est le retour d'un méchant des classiques. Saison 1, c'est les Daleks, saison 2, les Cybermen, saison 3, le Maître, puis saison 4, relais. Techniquement, le final, ça peut être avec l'épisode de régénération, ça peut être les Seigneurs du Temps qui reviennent. Mmh. Donc ça a toujours été un peu son truc. Et moi, je maintiens que le final de la saison 3, il est aussi nul que le final de la saison 1 de Disney+, en termes de même problème de débilité, de choses... Donc ça, pour moi, ça a toujours été là chez lui, hein, sa capacité à faire des finaux qui sont plus là pour être des spectacles que pour être logiques. Chose qu'on accuse souvent Steven Moffat d'être, finalement. Bon, nous, on a arrêté de chercher la logique dans Doctor Who, de toute façon. Alors. Mais ouais...
Après, moi, c'était surtout The Reality War qui était vraiment un problème. Mais Oui, on s'en bon, on va souvient, pas revenir Nico. là-dessus. Ton épisode préféré. Non, mais enfin voilà, moi je trouve que c'est... Ouais, je sais pas, c'est... Autre chose qui a été très mal fait finalement, c'est la... En fait, la construction des compagnons, elle était bizarre parce que je trouvais qu'ils avaient... En fait, ils ont une bonne... Ils ont une construction qui est... Ruby, sur la saison 1, par exemple, elle avait... D'un coup, on passe d'un épisode à un autre, ça fait déjà 6 mois qu'ils sont ensemble. Donc on a loupé 6 mois. Fin de saison 2, Ruby elle passe carrément à la trappe. Belinda, qui est une femme forte, finalement devient une fille mère. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, vraiment, c'est la gestion des compagnons. Enfin, il y a... Ouais, tout va vite. Je sais pas si c'est vraiment le... C'est que... Ouais, tout est allé vite. Alors... Donc, le dernier épisode, voilà, on comprend peut-être pourquoi. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a eu des trucs où ça allait beaucoup trop vite. Juste pour faire l'avocat du diable, même si moi je suis pas convaincu par cet argument-là, mais je sais que je l'ai beaucoup lu, donc je le dis pour que... Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent le dire, donc je le dis pour eux. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même apprécié dans ces finaux d'épisodes, de la saison 1 et de la saison 2, le fait qu'il y ait des idées nouvelles, sur des concepts nouveaux, sur... j'ai déjà pu en tête le truc de Exotech de... Oh, je sais déjà plus, mais c'est vrai que c'était un peu particulier. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient bien capté le truc et qui avaient vibé avec le truc. Enfin, c'était le truc autour du mythe, là, le tout de... C'est les dieux. Enfin, comme vous y croyez, alors c'est vrai. Et donc c'est autour de ce panneau, de pourquoi il existe, machin. Bref, moi je vois toujours pas comment ça fait neiger, mais chacun voit midi à sa porte. Oui. Et mettre la musique. Mais voilà, donc je sais que je sais que il y a des gens qui ont été clients de cette écriture-là de Russell T Davies, et donc bon courage. Alors Ouais, j'avais bien aimé, moi. Enfin, ça va. Non, mais ouais, je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé, qui disent que c'est que au moins il y avait des idées nouvelles, et c'est probablement vrai. Enfin, il y avait des choses originales qu'on n'a jamais vues ailleurs aussi, hein, dans ces trucs-là. Donc je dis pas qu'il était totalement à côté de la plaque et qu'il avait rien à dire, mais disons qu'il a pas dit grand-chose qui m'a intéressé, quoi. Alors je corrige Adèle parce qu'elle réagit effectivement au fait que j'ai dit femme forte et femme mère. Je voulais dire effectivement femme indépendante qui ne voulait pas justement d'enfant, enfin qui renvoyait pas l'image de quelqu'un qui voulait un enfant et qui au final se retrouve un peu mère. Mais voilà. Enfin bon. Bon, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le passé. Est-ce que vous voulez qu'on parle du futur? Attends, parce que Ouais. du coup on va commencer peut-être à avoir Non. Ah oui, c'est vrai. récupéré quand même juste quelques avis parce que voilà, on est un peu sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors j'ai reçu un avis d'Anto qui m'a envoyé un avis sur Facebook. Salut à tous. Déjà, on va dire que cette nouvelle en est une bonne du fait que vous tourniez un épisode. Donc pour ça, je suis content. Cependant, je suppose comme vous qu'en plus de la fin des nouvelles saisons qui nous ont à peu près tous déçus, le fait qu'il y ait cette annulation me fatigue. Étant donné que le peu de nouveaux publics qu'ils ont pu intéresser ont possiblement déjà un peu oublié et surtout devront fatalement continuer sur une autre plateforme si le concept est repris, sans compter que ce ne sera pas avant au moins 2 ans, le temps de l'écriture, du casting, etc. Je suis juste légèrement agacé qu'on nous ait dit que l'épisode de Noël était prévu, écrit, et de plus que quelque part on nous spoil, même si on aurait pu s'en douter que Billie Piper ne sera pas réellement la prochaine Docteur, et le fait qu'ils annoncent publiquement qu'ils attendent d'être achetés ailleurs. Je ne sais pas, ça donne un côté très brouillon et pas très professionnel du tout, très pressé d'avoir vos avis. Je n'ai toujours pas personnellement de vrais mots à mettre sur cette news, à part peut-être dégoûté. Bisous à tous, continuez, vous êtes mes rayons de soleil. Voilà. C'est gentil. Ouais, j'espère qu'on ait des bons rayons de soleil. Bah oui. Pas trop fort, pas trop chaud. Qui donnent pas le cancer. Qui réchauffe juste ce qu'il faut. Oh là là. Pas d'UV. Il y a une métaphore que je voulais dire. Alors je l'ai pas dit. J'ai pas dit à ma façon. Je vais la dire à la façon de Morzak parce que la mienne est un peu plus violente peut-être. Il a dit. Attends. RTD, c'est le genre de gars qui loue un appart pendant 20 ans et qui attend 3 jours avant l'état des lieux pour ruiner le parquet, mettre le feu à la cuisine et boucher tous les tuyaux. Et le tout avec le sourire. Voilà. Ouais, j'ai lu, c'était pas mal. Enfin voilà.
Bon, et ben alors qu'est-ce qu'on va pouvoir espérer du coup pour la suite? Alors j'ai 2 sujets, un qui est peut-être moins long que l'autre. Vous choisissez. Bah, de toute façon, il faudra faire les deux, hein, donc ça prendra le même temps. Non, hein. je voulais parler des deux, mais c'est pas savoir si quel voulait en premier. Le parallèle avec ce qui s'est passé en 89, je pourrais pas en dire énormément, mais tu voulais qu'on en parle et ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais savoir si, en gros, on était dans la même situation qu'en 89. Et c'est vrai que moi, j'avoue que je connaissais pas trop la situation qu'il y avait en 89. Mais comme je vois pas mal passer, en fait, ça me donne pas mal l'impression qu'effectivement, il y en a plein qui comparent. Du coup, moi, je me demandais si vraiment c'était comparable. Mais tu sais quoi, je viens de réaliser que non. Il faut d'abord que j'explique ce que c'est que parce que c'est important pour 89. Que j'explique ce que c'est que l'appel d'offres, que le Chicken Tenders de KFC. Donc, merci déjà à un article de Cinit, que je ne connaissais pas, mais qui est super bien détaillé sur le sujet. J'ai appris plein de choses. Cinit, c'est pas un jeu de chanson, ça? Ça s'écrit S-E-E-N-I-T. Ah oui, non, rien à voir. Pas comme Sonic. Moi, j'ai confondu avec Scent. Je connais pas. C'est un jeu de karaoké, je crois. J'espère que ça va être rassurant ce que je vais dire, parce que moi ça m'a rassuré. Oh. Depuis 2016, la BBC a l'obligation dans sa charte d'offrir la possibilité aux autres compagnies de produire la plupart de leurs programmes d'ici fin 2027. Que ce soit des drames, des comédies ou autres. Ce processus qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises est tout simplement un appel d'offres. En sachant que la BBC peut participer à son propre appel d'offres. C'est d'ailleurs très probable qu'elle le fasse ici, aussi. Tout est public et donc bien documenté. Tous les programmes de la BBC vont devoir passer par ce processus, même le programme météo y est déjà passé. Ça s'est produit avec des productions célèbres de la BBC comme Casualty et Blue Peter, que vous connaissez peut-être pas trop, mais je vous jure que c'est célèbre aux États-Unis ou en Angleterre. Et ce mois-ci, la BBC a aussi mis en Tenders, au Chicken Tenders, leur programme religieux. Donc c'est vraiment, ça concerne tout. OMG, c'est Rivals. Ce n'est pas une vente de la série. Ça veut dire qu'une autre compagnie de production indépendante a la possibilité de produire la série. C'est-à-dire de fabriquer la série au jour le jour. La BBC possède toujours l'entièreté des droits associés à la série et ils continueront à la diffuser. Si vous voulez, la BBC paye un service envers une entreprise pour qu'elle produise une série qu'elle va ensuite diffuser. Du coup, pourquoi faire ? La BBC a eu une perte de revenus depuis la diminution de la redevance télé anglaise. Pour contrebalancer, dans sa charte de 2016, la BBC a été autorisée de produire des programmes pour d'autres diffuseurs comme Netflix, Amazon TV, Amazon Prime et d'autres chaînes anglaises concurrentes de la BBC. En échange, et pour éviter que la BBC devienne une concurrence déloyale pour les autres sociétés de production indépendantes anglaises, la BBC promet de faire un appel d'offres pour tous ses programmes, sauf les news et d'autres conneries dans le genre. Offrant donc la possibilité à d'autres sociétés de production de rentrer en compétition avec BBC Studios. Donc c'est là où il va falloir faire la différence entre la BBC toute seule et BBC Studios pour produire les programmes. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Je crois, oui. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi 2027 ? Parce que c'est écrit dans la charte qu'ils doivent le faire d'ici 2027. Mais ça veut dire qu'après, ils pourront plus vendre ou proposer leur programme ? Non, ils devront le faire pour... en fait, ils doivent faire pour tous leurs programmes existants et ils vont devoir le faire pour leurs nouveaux programmes également. Et donc, il y avait une deadline jusqu'en 2027 pour le faire pour l'entièreté de leurs programmes déjà existants qui produisent encore. Ils étaient obligés de le faire, en fait. Tous les programmes qu'ils font, ils sont obligés de les proposer. Ah ouais ? Exactement. D'accord. Bah dis donc, ils ont mis le temps, du coup, pour Doctor Who. Mais ils sont dans les temps. Ouais, mais on va parler de ça après. Et ils sont bien sur la fin, du coup. Parce qu'il y a quand même un truc qui colle pas, mais je vais en parler. Ok. Et du coup, il faut l'appel d'offres. Encore un mensonge. Il y a plein d'entreprises, par exemple, qui... Ils se proposent et c'est la BBC qui choisit. Alors, je vais expliquer. Du coup, comment ça marche ? D'abord, ils vont publier un document qui sera public, qu'ils appellent une invitation d'appel d'offres. Dans ce document, il y aura un tas de demandes des conditions formulées par la BBC. En gros, la BBC décrit la nature du travail qui est demandé et qu'il faut être capable de remplir. Par exemple, pour sa série médicale Casualty, la BBC impose que la série doit continuer à être tournée à son endroit habituel et que la production continue à avoir accès à des experts de la profession médicale pour continuer à être crédible et réaliste. Ce document nous permettra d'en savoir plus sur les ambitions de la BBC pour Doctor Who. Un autre exemple de document dans le genre, c'est pour la série CBeebies. Ils ont passé par le même processus.
pour chercher une compagnie de production pour produire la série BBC. Ce document était public, il y avait le nombre d'épisodes dedans, et donc le nombre de saisons et le nombre d'années sur lesquelles ils voulaient proposer cette diffusion, minimum, et tu avais ce genre de conditions-là. Donc ça veut dire que probablement que ce document qui va être publié cette année nous donnera déjà pas mal d'infos sur qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'ai une news pour vous, on va avoir des nouvelles cette année au minimum. Pas mal de nouvelles d'ailleurs. Parce que probablement qu'ils proposent un programme Doctor Who pour le produire plusieurs années. Mhm. Le processus ensuite se fait en plusieurs étapes et peut durer 6 mois. Donc c'est pas long. À la fin, chaque offre est notée par un score voulu objectif. Ceux avec le plus haut score passent à la dernière étape et finalement la BBC choisit son gagnant après un entretien qui rencontre ceux qui ont le meilleur score. Il est important de comprendre que BBC Studios peut participer au processus. Un article d'octobre 2025 dit que depuis 2017, 75% des appels d'offres que la BBC a fait pour ses programmes ont été emportés par BBC Studios. C'est le cas notamment de Casualty et Blue Peter. Et ça pourrait également être le cas pour Doctor Who. Je rajoute que BBC Studios, c'est eux qui produisaient Doctor Who de 2018 à 2022. Donc c'était déjà le cas avant. Donc ça veut dire que ça revient juste à dire on revient à la situation d'avant. Ouais, ok. Plusieurs choses ont été mal comprises. Ceci n'a rien à voir avec le processus qui a abouti au deal avec Disney+. Disney+ était un diffuseur, pas un producteur, ce qui permettait d'apporter des fonds supplémentaires pour la série. Ici, ce n'est pas le cas. Ce processus ne cherche pas à remplacer Disney comme j'ai pu le lire, il va remplacer Bad Wolf. Ou au pire, il va juste permettre un retour avant 2022, comme je viens de le dire. Oui, de toute façon, oui, c'était pour remplacer Bad Wolf. Mais il y en a qui comprenaient que c'était juste pour remplacer Disney+. Bah, je voyais des gens dire « Ah ouais, du coup, Netflix, HBO, ils vont produire Doctor Who. » Non. Oui, d'accord. Bah, ils pourraient, cela dit. Alors, ou c'est du que coup, des... Non, ils font pas de production, eux, ils font que de la diffusion aussi. Si. Mais justement, pourquoi ça n'arrivera pas ? C'est cette phrase à la fin du communiqué. La BBC conserve tous les droits de propriété actuels sur Doctor Who. BBC Studios continuera à diriger la production mondiale de Doctor Who, ainsi que les licences, les produits dérivés, les expériences numériques et immersives pour le compte de la BBC. Ah oui, alors que généralement, ils veulent de l'exclusivité, en fait. Jamais de la vie, Netflix, HBO et ces gros trucs-là américains iraient produire une série dont ils n'ont aucun droit. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ouais, donc du coup, par ce communiqué, ils refroidissent quand même aussi justement les potentiels appels d'offres. Enfin, les oui, c'est ça, je demande qui reste comme personne intéressée. Enfin, c'est ça. Parce que, en gros, ils veulent... en fait, ils proposent, entre guillemets, de louer la série, en fait. Alors, ça se trouve, les diffuseurs, eux, ils cherchent à acheter, et eux, ils proposent juste la location. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais comme je disais, la raison pour laquelle ils font ça, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas produire Doctor Who, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Ouais. C'est dans leur charte, ils sont obligés de proposer à produire Doctor Who aux autres chaînes. D'accord. Je suis d'accord avec vous que c'est très peu probable finalement qu'une autre société de production prenne Doctor Who. Je suis à peu près persuadé que c'est BBC Studios qui va l'emporter. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sociétés de production en Angleterre qui soient capables de produire Doctor Who autre que BBC Studios. Ou alors Bad Wolf. Mais Bad Wolf, je les vois mal proposer, quoi. Et ils sont barrés et c'est bon, quoi. Oh non, franchement, vu les communiqués, que ce soit de... Puisque de toute façon, Bad Wolf, c'est RTD. Vu les communiqués de RTD et puis de Bad Wolf, clairement, ils sont out. Hein. Pour moi, c'est... s'ils reviennent, ce serait vraiment du foutage de gueule, là, clairement. Je disais qu'il y avait une incohérence pour moi dans tout ça. C'est le fait qu'on n'en ait jamais entendu parler avant. Et que du coup ça veut dire que Bad Wolf a signé un deal à l'époque en sachant qu'ils devraient lâcher la série dans quelques années après. Ça me paraît bizarre. Mais bon, j'ai pas de réponse. J'ai pas de plus de réponse que ça. Parce que oui, mais du coup, sachant que là, la série, elle était faite par quelqu'un d'autre, peut-être que ça les aurait, entre guillemets, dispensés de le faire. Non ? Ouais, mais du coup, ils sont pas passés par ce processus qui est obligatoire. Et ah oui, ils sont vraiment obligés de passer par ce processus, même pour des séries qu'ils auraient déjà, entre guillemets, cédées. Ils ont inventé ce processus de chicken tenders, déjà pour être bien nourris,
Et ensuite, parce qu'ils avaient... C'est le cas de le dire. et ensuite, parce qu'il est vu comme étant objectif. Et donc, voilà, j'ai vu dans un communiqué, il y avait le mot méritocratie qui était dedans. Donc, il y a vraiment une logique de le meilleur qui peut produire Doctor Who produira Doctor Who. Ouais, Ou, enfin peu bon. importe l'émission télé, quoi. Si au final de la BBC, il y a BBC Studio qui peut le faire, alors que, enfin bon, ça reste quand même la même maison mère, même si effectivement c'est deux choses peut-être différentes. Alors c'est deux choses différentes. Ouais, justement. mais ouais. En fait, c'est là où on rentre dans la technicalité et c'est un peu compliqué. Depuis 2018, en fait, avant, moi, ce que je connaissais plutôt bien, c'était les méthodes de production de la série classique, parce que j'aime bien la série classique. Et donc, à l'époque, en fait, les programmes de la BBC étaient produits en interne par BBC Television. C'était la branche BBC Television. Et dans BBC Television, tu avais un département drama, un département comédie, un département enfant. Et c'était le département drama qui produisait Doctor Who. Dans ce département drama, tu avais... des scénaristes qui étaient donc employés de la BBC, puis ça a pas duré longtemps, hein. Mais à l'époque, en 1963, ça a été le cas, jusqu'à ce que Sidney Newman finalement change ça d'ailleurs. Mais il n'y avait pas que des scénaristes, il y avait aussi des réalisateurs qui étaient employés de la BBC, des producteurs qui étaient employés de la BBC, et qui étaient employés à plein temps. Et c'est-à-dire que ce qui se passait, c'est qu'on leur donnait des projets. Et il y a pas mal de producteurs de Doctor Who qui ont finalement été pas forcément très intéressés, mais on leur a dit, bah toi là, tu vas être producteur de Doctor Who. Donc ça fonctionnait comme ça, comme une entreprise en fait, où tu es promu et que tu passes des formations. Donc tu pouvais passer une formation pour être producteur, une formation pour être réalisateur, etc. Aujourd'hui, donc depuis 2018, cette BBC Television n'existe plus et a été fusionnée avec donc tous ces trucs de département de drama et qui produisaient, entre guillemets, le terme anglais c'est in-house, donc qui produisaient eux-mêmes pour eux-mêmes des programmes de la BBC, a fusionné avec BBC, ce qui s'appelait à l'époque BBC Enterprise. Et donc je mentionne ce mot parce que ça sera important pour quand je parlerai de 1989. Ah, tu vas parler de Star Trek. Et qui a été renommé plus tard BBC Worldwide et qui avait pour mission de la vente de droits et la diffusion internationale des programmes de la BBC et aussi le merch, en gros tous les produits dérivés et tout ça. Et donc tous les deux ont fusionné et c'est devenu cette entité qui s'appelle BBC Studios Productions, ce qui est une organisation qui n'est pas censée faire de profit, mais qui a la capacité donc de produire des programmes et de les vendre à l'international, et n'a pu que autorisé à produire des programmes que pour la BBC, mais aussi pour d'autres gens, comme je dis, Netflix, etc. Donc c'est ça la nouveauté. C'est une organisation qui se veut indépendante de la BBC par son organisation. Parce que c'est censé être... Parce que tout d'un coup, elle rentre en compétition avec toutes les autres sociétés privées, et donc c'est une société qui devient semi-privée, mais qui appartient techniquement à la BBC. Et donc, techniquement, et ce qui se passe, c'est que une société de production, de manière générale, la manière dont ça peut fonctionner, c'est soit elle achète une idée, elle la produit, puis elle va la vendre à des chaînes. Ce qui est pratique avec la production télé, c'est que tu peux... Les coûts de production, tu peux les amoindrir. Ben, ça peut être un investissement judicieux dans le temps, parce que tu vends à une chaîne qui est une chaîne dans ton pays de production. Donc, imaginons, moi, je produis une série en France, j'ai ma société de production, je produis Joséphine l'Ange Gardien, j'ai une super bonne idée, je la vends à TF1. T'as vraiment un truc avec Joséphine l'Ange Gardien. Et donc, peut-être que TF1, peut-être que la série, elle m'a coûté 10 millions. TF1, elle va me la payer là, pour la diffusion 2 millions. Et donc là, tu te dis, ça m'a coûté encore 8 millions de plus. Ouais, mais tu peux aller la vendre en Angleterre à la BBC, tu peux la vendre en Allemagne, tu peux la vendre, etc., etc. Donc, et puis, ensuite de ça, si tu as une série à succès, et c'est le cas notamment de Doctor Who, tu peux continuer à vendre les droits de diffusion année après année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, quand le Doctor Who, quand la BBC signe ce deal avec AMC+, dont vous avez peut-être entendu parler, qui diffusera aux États-Unis la série, on en parlera. Ça veut dire que la BBC se fait encore des thunes sur une série qu'ils ont filmée et qui ne leur coûte plus rien à filmer il y a 20 ans. Donc c'est ça qui est pratique. Maintenant, là, on est dans une situation qui est un peu différente. C'est-à-dire que là, ils vont pas... La société de production, quand elle achète une idée, qu'elle produit le truc et qu'elle va le vendre après, elle a les droits sur cette idée. Et elle possède l'idée et elle possède tout ce qui est lié à cette idée, puisqu'elle l'a acheté, ces droits.
Là, dans ce cas-là, la BBC, elle propose seulement de produire pour eux. Donc ça veut dire que pour moi, et c'est là où il y a des petites incertitudes, et j'ai essayé de trouver, mais pour moi, ça va être obligatoirement le rôle, alors qu'habituellement c'est le rôle de la société de production de trouver des financements, là je pense que ça va être le rôle de la BBC de payer une société de production pour produire la série, parce que sinon je ne vois pas comment la société de production est rentable, puisqu'elle ne possède ni l'idée pour le marketing, ni n'a les droits pour la diffusion, parce que c'est clairement dit que c'est toujours la BBC qui s'en occupera, y compris la diffusion internationale. Donc, pour moi, c'est obligé que c'est juste payer un service. L'exemple que j'ai trouvé et que je trouve marrant, c'est de dire c'est comme si vous vouliez fabriquer une piscine dans votre jardin. Vous avez un budget, vous avez des conditions, vous voulez que votre piscine elle ressemble à ça ou machin. Vous faites un appel d'offres, c'est-à-dire que entre guillemets, on fait pas ça normalement, hein, mais vous pourriez faire ça, on va dire, dans notre monde imaginaire. Vous faites une appel d'offres et vous dites moi je veux construire une piscine. Il y a des sociétés de production de piscines qui arrivent, qui chacun vont leur proposer un prix déjà, et aussi quel matériau ils peuvent utiliser, est-ce que leurs expériences, peut-être comment cette société est faite. La société va donc techniquement payer pour faire votre piscine, mais c'est vous que vous les payez eux ensuite, donc ils sont rentables. C'est un peu cette même idée, c'est-à-dire que la BBC va payer une société de production pour produire la série. Ce qui est techniquement, comme je l'ai déjà dit, déjà ce qu'elle fait depuis 2018, et on n'a pas vu énormément de différence entre 2017 et 2018, mais... Non, c'est clair. Parce que du coup, 2017... Ça fera une différence si c'est une autre société de production, mais comme je dis, c'est peu probable. 2017-2018, c'est quoi? C'est le passage de la saison 10 à la 11 ? Ouais. Ouais, ok. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Bref, donc pourquoi tout ça, c'est juste pour essayer d'un peu de rassurer les gens, et aussi pour juste revenir sur l'idée que la question du financement de la série n'est pas réglée avec cette situation de Chicken Tenders. Ok. Parce que, pour moi en tout cas, ça ne change pas le fait que la BBC va devoir financer, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, seule la série. Donc probablement que l'année prochaine, il y aura aussi cette question du financement qui va apparaître. Soit la BBC est capable de financer seule la série comme elle le faisait avant. Et quand je dis seule, faut immédiatement rajouter aussi que il y a la vente de produits dérivés et il y a la vente internationale de la série, que ça soit aux États-Unis ou en France ou peu importe. Ou soit elle se sent pas capable de produire toute seule et avec ces financements supplémentaires que j'ai mentionnés. Et dans ce cas-là, il va falloir trouver un autre partenaire qui remplacera Disney. Je viens de voir le message de Stella. Je viens de voir le message de Stella. J'en peux plus. J'ai rien compris. Juste, ça m'a donné faim. On réécoutera tous l'épisode en 0,25 en passant plusieurs fois. Dites-moi si je suis pas clair. Non, mais t'as été très clair. Non, j'ai rien compris. Juste, ça m'a donné faim et envie de me baigner, quoi. Ça m'a fait rire. Voilà. Non, c'est clair. Après, oui, du coup, c'est un petit peu rassurant quand même. Sur la suite, après, on verra. Pour moi, il y a un futur qui est à peu près garanti pour Doctor Who. Pour la durée, je pense que on peut s'attendre à ce que ça soit fini d'ici début d'année prochaine, le processus d'appel d'offres. Parce que si on prend comme exemple tous les autres appels d'offres qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et ça c'est toujours plus ou moins duré 6 mois, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Je pense que le résultat, ça sera que BBC Studios va garder la série, honnêtement. C'est possible que ça soit différent, mais j'ai du mal à le voir. Et in fine, il y aura probablement une nouvelle saison d'ici 2028-2029. Quoi. Espérons. C'est longtemps. Espérons. Ouais. Je sais pas si on sera toujours là, nous, mais... Mais oui. Non, mais après, oui, de toute façon, après, c'est à espérer. Après, il faut aussi que ce soit... il faut un diffuseur, quoi, après. Parce que là, du coup, tu vois, tu parlais de AMC+, je crois, aux États-Unis. Ouais. Putain, par contre, les saisons, ne serait-ce que les saisons 1 à 13 de la New Who, en France, pas de nouvelles, hein. À ce niveau-là, c'est triste.
Par rapport à 89, moi je suis pas le plus grand expert de ça. J'ai lu aujourd'hui que Joe de Califrance et probablement Marie allaient faire un live. Ça m'étonnerait pas qu'ils parlent de ça. Ce que je peux dire, c'est que donc je vous renvoie quand même vers leur live qui sera, je suis sûr, super et très technique. Bah, ça se trouve, le temps que sorte l'épisode, il sera passé. Ouais, donc ça sera peut-être passé, ouais, en plus. Ce que je peux dire, c'est que à l'époque, il y a eu aussi des histoires d'appels d'offres. Simplement, pour moi, c'est très différent. Je vous mentionnais BBC Enterprise à l'époque. En fait, donc, si je reprends cette organisation qui était du coup à l'époque, ce qui aujourd'hui est mergé en une seule et même entreprise, aujourd'hui c'était 2 entreprises. C'est-à-dire que tu avais ceux qui produisaient Doctor Who de leur coin et c'était BBC Television, avec le département of Drama, et BBC Enterprise qui s'occupait de vendre la série, qui s'occupait des droits de la série, qui s'occupait des produits dérivés de la série, etc. BBC Television n'était plus du tout intéressé par Doctor Who. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle ils ont arrêté de produire Doctor Who. Ils étaient plus intéressés par Doctor Who. Voilà, point barre. BBC Enterprise, dès 1989, j'allais dire 1789, c'est une bonne date, mais dès 1989, BBC Enterprise a été intéressé et a été contacté pour des choses en rapport avec Doctor Who, des coproductions pour Doctor Who. Même avant que la série soit annulée, officiellement. Parce que Seagull, qui est le producteur du téléfilm, a contacté la BBC à ce moment-là. Et a contacté BBC Enterprise. Et il y a eu des réponses plutôt positives. Et donc, globalement, de 1989 à 1996, c'est-à-dire même plutôt 1994, le début de production du téléfilm, il y a eu des histoires de sociétés de production et d'appels d'offres, mais qui n'étaient pas organisées comme là, c'est-à-dire directement par la BBC avec une volonté de produire la série, mais plus c'était de manière passive. Si vous avez une solution, allez-y. Enfin, voilà. Nous, on s'en fout. Mais si vous voulez produire Doctor Who, vous pouvez y aller, quoi. Donc, c'est très différent. C'est-à-dire que là, la BBC est dans une recherche active du producteur, qui peut être lui-même, en plus de ça. Et avant, c'était très passif. Ouais, donc voilà, pour moi, c'est quand même assez différent. Là où il y a le point commun, finalement, c'est que c'est la première fois depuis que Doctor Who est dans cette époque Wilderness Years. Depuis cette époque Wilderness Years, c'est la première fois que Doctor Who n'est pas en cours de production, qu'elle n'a pas de docteur actif, qu'elle n'a pas de producteur et de showrunner attaché à la série, et qu'il n'y a pas de futur immédiat de prévu. Personne n'a jamais dit qu'un Wilderness Years ne devait pas durer 6 mois, finalement. ou même 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Donc, vous pouvez appeler cette nouvelle période un Wilderness Years si vous voulez. Après, mis à part ça, moi, je pense que l'énorme différence avec cette époque, c'est vraiment la volonté de la BBC de continuer à produire la série, contrairement à l'époque, quoi. Ok. Bon. Bah, on y croit, hein. Bah ouais, on verra bien. On verra bien. Mais il y a de l'espoir. Ouais, et puis après, ça sera la question pour le futur de quel format la série va pouvoir prendre. Est-ce qu'on aura moins d'épisodes, oh mon Dieu. On aura... des mini-séries. Ouais, là, c'est terrible, hein. Oh, des saisons de 4 épisodes, c'est mort. Je sais qu'il y a des gens, ils étaient en mode ils vont faire comme Sherlock, ils vont faire 3 épisodes de 90 minutes. J'étais en mode non. Au secours. Ah non, hein, quand on voit comment ils galèrent pour faire des épisodes, des doubles épisodes, non merci. Hein. Pas que ça, s'il vous plaît. Ça sera une même intrigue sur 4 épisodes de 90 minutes. Vous avez des espoirs pour la suite ou pas ? Quels sont nos espoirs et nos rêves ? Rose, quels sont tes espoirs et tes rêves ? Bah, qu'il y ait une suite, hein. Non, ouais, je sais pas, regarde tout ça, oui, que ça soit repris, pourquoi pas, du coup, bah, je sais pas trop, ce qui serait le mieux, est-ce que BBC Studio, du coup, ça serait mieux, quelqu'un d'autre, dans tous les cas, la BBC garde les droits, voilà, s'ils veulent continuer Doctor Who, c'est quand même que, voilà, il y a des bonnes volontés derrière, ils vont pas tout ruiner, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'aimerais bien, non, pas des saisons plus courtes que ce qu'on a déjà eu là pour la New Who, un Docteur cool, je sais pas. J'aimerais bien qu'il trouve une explication pour le visage de Billie Piper, mais peut-être qu'ils vont juste s'en foutre et passer à autre chose, mais bon, ce serait dommage.
Je sais pas, j'ai pas d'attente, juste que la série continue. Bon, c'est déjà une attente en soi. Ouais, bah t'as raison. Cédric. Je sais pas. En fait, moi, en vrai, je suis pas. Moi, j'ai pris quand même la nouvelle finalement avec un peu de philosophie parce que je m'étais dit que ça ferait peut-être pas de mal à la série de toute façon d'avoir une petite pause. Parce que je me souviens quand même que voilà, la fin, même s'il y avait des bons épisodes sur les dernières saisons, donc sur l'ère New Who, j'entends, donc la série entre 2005 et 2023. Même s'il y avait des bons épisodes sur la dernière saison, moi j'avais vraiment un sentiment de... un petit peu peut-être d'essoufflement, comme s'ils savaient pas trop où ils allaient et tout. Alors après, j'ai envie de dire, faut qu'il y ait moi ce que j'attends déjà, c'est un bon showrunner. Je pense qu'il faut sortir effectivement au bout d'un moment les trois qu'il y a eu, Moffat, Russell T Davies et puis Chibnall, ça donnait presque l'impression qu'il y avait que eux trois. Et du coup, ça me dérangeait un peu ce sentiment de cercle fermé, en fait. Je sais pas si c'est si c'est bien exprimé comme ça, mais voilà, moi, c'est le ressenti que j'en avais. J'ai ce ressenti aussi. Hein. Du fait que, enfin voilà, quoi, hop, bah, on est passé par les trois, du coup on retourne au premier maintenant. Et du coup, moi ça m'a dérangé, donc j'aimerais bien avoir du nouveau. Je pense qu'il y a vraiment des... Après, de toute façon, généralement, les séries, on est toujours un peu comme ça. Il faut vraiment que ce soit un fan. Mais après, il y a fans et fans, quoi. Il y a des fans, on le voit. Hein. De toute façon, on voit le fandom, hein. On voit le ressenti de certains à qui tu ne peux rien dire parce que leur headcanon, entre guillemets, va rester ce qui est la vérité. Et ce ne sera pas autrement. Et en fait, moi, j'aimerais bien qu'ils réussissent à trouver vraiment un vrai fan qui soit ouvert, autant que ce soit sur vraiment pas quelqu'un de politique, mais vraiment qui soit ouvert. Parce que du coup, moi, c'est un peu aussi le ressenti que j'ai eu sur les dernières saisons, enfin toute l'ère New Who. Assez régulièrement, on ressort souvent quand même que c'est assez politique. Il y a souvent des références, je trouve. Et je trouve que c'est dommage, même si voilà, on peut dire que l'art, que ce soit une série télé, un film, etc., il y a toujours un peu de politique dedans, donc il faut que ça dénonce, il faut que ça... Mais au bout d'un moment, quand ça commence à prendre beaucoup trop de place, je trouve qu'au final, ça gâche vraiment tout le potentiel en fait de la série. Moi, j'aimerais bien avoir moi, je veux vraiment une série qui me fasse me retrouver un peu comme la New Who. En fait, si vraiment j'ai adoré. En fait, moi, j'ai découvert la New Who au moment où voilà, j'étais dans une période pas ouf. Et c'est vraiment une série qui m'a donné en fait l'évasion. Et en fait, ça fait bien longtemps que, honnêtement, il y a quand même eu des épisodes que j'ai adorés sur la dernière ère de Disney+, surtout sur la deuxième saison, où voilà, il y avait assez régulièrement quand même ce petit ressenti-là, même si effectivement, j'arrivais à faire un petit peu abstraction du politique. Mais voilà, j'aimerais vraiment, moi, retrouver une série qui me refasse m'évader comme à l'époque. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui prenne le crayon pour la première fois pour la série et qui se laisse vivre en fait avec la série. Et je pense qu'en fait, sur les dernières saisons, on est tombé quand même sur des gens qui travaillaient... Enfin voilà, hein, Chibnall, le premier épisode sur lequel il a travaillé, c'est Brûle avec moi, donc 3e saison. Enfin voilà quoi, donc il est déjà dans les papiers de Doctor Who quand même depuis la saison 3, donc depuis 2008. Et c'était le dernier showrunner. En gros, jusqu'à Russell T Davies, j'entends. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment quelqu'un qui soit vraiment tout neuf, qui a un regard neuf. On n'arrête pas de dire que Doctor Who, c'est une série qui est sur le changement, l'évolution. Et je pense que ce serait bien que là, ils partent sur une orientation qui le prouve réellement. Parce que c'est bien beau de nous dire que c'est le changement, mais au bout d'un moment, enfin, si tu as le même showrunner qu'en 2005, le 14e... le 13e... Non, le 4...
Ouais, le 14e 14e, Docteur, qui est exactement le même que le 10e. Ah voilà quoi, au bout d'un moment, et tu termines cette série sur le changement sur exactement la même image que le premier épisode de 2005, c'est-à-dire sur la tête de Rose, quoi. Ah voilà, au bout d'un moment, non, il est où le changement là-dedans ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est au bout d'un moment, moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui arrête d'écouter les fans, en fait, dans le sens où le fan ne sera jamais content. De toute façon, il voudra toujours aller, il dira toujours que tiens, tel choix c'est de la merde. Tel choix c'est de la merde, tel choix c'est de la merde. Moi je le dis, ça m'arrive, je suis un fan comme un autre, donc je dis de la merde. Mais moi j'aime bien aussi quand même qu'on ne m'écoute pas en fait. J'aime bien avoir le droit de dire que j'aime pas ce choix-là, mais j'aime bien justement avoir cette possibilité de le dire. Si tu te retrouves, moi je trouve qu'on l'a souvent vu, que ce soit sur Retardis ou même sur New Tardis, un épisode où t'as rien de négatif à dire dessus, de toute façon tu n'en parles pas. T'as bien aimé, c'est rare que tu vas échanger sur les points positifs en fait. On n'est pas dans le monde des bisounours. Une critique généralement c'est souvent sur les points négatifs, mais il faut pas oublier quand même le positif. Et moi je trouve que j'aimerais bien avoir quand même quelqu'un à la manœuvre qui n'écoute pas les fans, qui fait vraiment dans son idée, mais qui reste quand même ouvert et qui suivent son idée, mais qui ramènent vraiment du nouveau, quoi. Sans oublier quand même le passé. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, je pense que tous les fans là ressentent une vraie envie de nouveauté, quoi. Pour la suite, c'est vraiment l'idée que... Et pour aller plus loin dans ces histoires, moi j'ai toujours eu cette sensation de groupe fermé. C'est-à-dire que si tu regardes, il y a un petit groupe de fans qui finalement date un peu de Wilderness Years précédent, qui étaient les gens qui ont un peu fait vivre la série. Mais si tu regardes Mark Gatiss, il a écrit des audios, des livres, il a écrit des films licence Doctor Who pendant la période Wilderness Years. C'est pareil pour plein de noms de la saison 1. En fait, tous les scénaristes de la saison 1, c'est le cas, et c'est pareil pour Russell T Davies, c'est pareil pour Moffat. Pareil pour Chibnall. Il y a une vidéo de Chibnall qui apparaît parce qu'il était fan d'un groupe, enfin il était dans un groupe de fans, et tu le vois apparaître à une émission télé de la BBC dans lequel il critique Doctor Who, la version classique du coup à l'époque. Bref, c'est des gens qui sont dans le coin depuis longtemps. Alors j'ai appris récemment que Pete Maitai, qui était finalement clairement le successeur désigné de Russell T Davies, Pete Maitai connaît Russell T Davies depuis 2005. D'accord. J'ai appris récemment que le premier contact qu'ils ont eu, c'est une histoire assez dingue, c'est que un des amis de Pete Maitai a en fait été présent au moment du tournage de la saison 1, pas en tant que personne qui travaille dans la télévision, mais en tant que fan. Et il filmait, il avait pris une caméra et juste il s'est dit je pose congé et je vais juste aller sur les lieux de tournage de la saison 1 de 2005. Et il a rencontré Russell T Davies à ce moment-là, et il lui a passé au téléphone son pote Pete Maitai parce que c'était un grand fan de Russell T Davies. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. D'accord. C'est fun. Ouais, c'est marrant. Mais bref, c'est-à-dire que finalement, il est là aussi depuis longtemps. Alors lui, il travaille sur la série depuis 2018, mais quand même, bon, je pense que il a peut-être été un peu boosté par ses contacts, quoi. Mais bref, je dis pas pour autant qu'il aurait été un mauvais showrunner, mais j'ai toujours pensé que le choix de Pete Maitai, c'était le choix de la continuité et que moi, je veux du renouveau, quoi. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, sinon j'ai un truc pour finir, mais... Non, j'étais globalement d'accord avec ce qu'a dit Cédric. Et pour le côté politique des épisodes, du coup, je pense que en soi, on peut voir de la politique dans tous les épisodes de Doctor Who, mais c'est pas amené de la même manière. Tu mets n'importe quel propos, vision sur une autre planète avec un peuple, avec un contexte un peu goofy et tout, genre ça peut passer, genre tu t'en rends même pas compte en fait, t'es dépaysé, t'as quand même une réflexion si tu veux la voir, mais du coup oui c'est vrai que on a eu beaucoup plus de trucs contemporains, de réflexions très actuelles, un peu dures, et du coup ça nous a peut-être fait plus réfléchir à ça frontalement que de nous évader c'est ça. Durant ces dernières saisons.
Après, moi, là-dessus, je trouve quand même que sur les 2 dernières saisons, finalement, les épisodes politiques étaient parfois les plus intéressants et les meilleurs. Ouais, mais je sais pas. Enfin, moi, au bout d'un moment, je trouve que. En gros, moi, je trouve que c'est super important de dénoncer, de. Enfin, ouais, vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. En fait, ce qui va me déranger, moi, c'est quand c'est fait de façon grossière, dans le sens où c'est limite s'ils te mettent pas s'ils te mettent pas un panneau en début d'épisode qui te dit dans cet épisode on combat ça. Tu vois, en fait, ça n'amène pas à la réflexion, en fait. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui... En fait, ils n'arrivent pas à se dire, ouais, finalement, ouais, ça, c'est pas bien, Attends, est-ce qu'ils essayent de dénoncer ça qui, ouais, finalement, c'est vrai qu'avec le recul, ça, c'est vraiment compliqué. Non, en fait, ça donne juste l'impression que, ouais, dans cet épisode, on combat ça. Donc, on veut que vous pensiez ça. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a un vrai mood, et ils l'ont un peu dit, de vouloir se venger envers des personnes qu'ils aiment pas plutôt que donner un propos, et c'est vrai que ça me dérange. Mais oui, mais c'est pas le lieu en fait. Dans le concept de, enfin, une série télé, c'est un divertissement. C'est pas là en fait juste pour régler ses comptes finalement. Et au bout d'un moment, enfin voilà, et c'est ça en fait et c'est ça aussi que je reproche du coup à Russell T Davies, parce que comme je l'ai dit, en fait, ça donne un peu l'impression que quand il est revenu saison 1 de la nouvelle de Disney+, c'était ouais, bah voilà, on vient me rechercher, donc je suis le héros, donc c'est ma série. C'est ma série, c'est moi qui en fais ce que je veux. Bah non. Après, oui, si, le showrunner, il fait ce qu'il veut, moi je suis d'accord avec ça. Hein. Bah non, enfin, il y a une différence entre tu en fais ce que tu veux, oui, mais ce n'est pas ta série. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en gros, ça devient sa propriété. Donc, en fait, moi, je veux quelqu'un qui arrive à respecter à respecter vraiment l'historique, à respecter aussi les prédécesseurs. Après, je pense, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer sur le sujet, mais en gros, enfin, voilà, moi, il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui arrive à respecter... En fait, quelqu'un qui respecte juste tout le monde en même temps, quoi. Et j'ai l'impression que sur les 2 dernières saisons, la seule personne que Russell T Davies respectait, c'était lui-même. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. La dernière chose que je pouvais vous proposer, c'était 3 noms que j'ai imaginés pour être les prochains showrunners. Ok. J'espère que tu vas pas dire Mark Gatiss. Non. Bon, ça va. Moffat. Donc, soit ils choisissent le mauvais exemple et ils choisissent Pete Nighttime, donc ça j'ai déjà mentionné, qui a déjà, faut le dire quand même, qui a aussi déjà eu de l'expérience en tant que showrunner sur une autre série. Sinon, il y a 2 noms qui sortent un peu du lot. C'est Joseph Michael Straczynski, qui est un auteur américain et créateur de Babylon 5 et Sense8, qui, depuis très longtemps, fait connaître sa volonté, enfin en tout cas son intérêt pour Doctor Who et pour la production de Doctor Who. Il l'a refait d'ailleurs récemment dans des tweets. Mais c'est un Américain, ça passerait ? C'est un Américain qui vit actuellement en Angleterre et qui a un visa anglais pour pouvoir travailler justement dans des productions anglaises. D'accord. Et notamment Doctor Who, c'est-à-dire qu'en fait, il a un peu lâché son pays, en partie peut-être pour travailler pour Doctor Who. C'est un peu gamble, quoi. D'accord. En tout cas, il veut travailler sur des séries anglaises. Il aime beaucoup la culture anglaise. Et il est très fan de Doctor Who. Et Babylon 5, moi, j'ai jamais regardé, mais j'adore Sense8. Donc, en tout cas, c'est un auteur de science-fiction assez célébré et qui, finalement, pourquoi pas, tu vois, c'est quelqu'un de totalement nouveau, totalement extérieur, totalement qui aurait une vision probablement nouvelle. D'accord. L'autre nom qui a circulé pas mal comme étant intéressant, c'est celui de Jack Thorne, que vous connaissez peut-être. Jack Thorne, Thorne, qui est le scénariste de la série qui était la série de HBO à la croisée des mondes, et de la série Adolescent avec Netflix. Et en ce moment, Sa Majesté des Mouches aussi, apparemment. Et il est aussi, j'ai dû voir passer un article sur lui. C'est aussi l'auteur de la pièce de théâtre Harry Potter. Ah ok, bah non. Hein. Non, Okay. mais sur les séries, c'est bien. Mais du coup, à savoir, il est fan de Doctor Who également.
D'accord. Il est fan de Doctor Who. Il a failli écrire un épisode pour la saison 5 pour Moffat. Donc voilà, peut-être. En tout cas, ça serait un profil très intéressant pour la BBC parce qu'il a déjà travaillé avec eux, qu'il a déjà été showrunner de grosses séries, de grosses productions, qui étaient même des coproductions, une avec Netflix, une avec HBO. Et donc finalement, c'est possible. Un nom intéressant. Ok. Bon, Moi, j'ai fait le tour en tout cas. pareil, j'ai plus rien à dire. Ouais, dans le chat, c'était aussi un peu de dire. Il y a Borzak qui a dit aussi il faut arrêter de jouer avec la nostalgie des fans et laisser David Tennant tranquille. Donc je pense que c'est vraiment un sentiment assez général, hein. L'idée qu'il faut de la nouveauté et qu'on fasse moins de nostalgie, qu'on ait moins de scènes où on voit tous les visages des docteurs. Tous les 2 épisodes. Moi, je trouve qu'en fait, cette scène-là, elle est toujours importante pour la fin. Pour l'arrivée, pour le premier épisode du Docteur. Non, parce qu'en fait, ça dépend. Mais moi, j'aime. Pour Matt Smith, ça avait bien marché, mais c'était pas. Ouais, obligé, mais j'aimais bien. Moi, ça m'a manqué pour le changement pour le passage à Jodie Whittaker, par exemple. Parce que je trouve dommage. En fait, pendant toute la saison où justement il n'y a pas eu une seule référence sur la précédente, sur toute l'ère d'avant. Et je trouve dommage, en fait, parce que du coup, t'as l'impression de ne plus être vraiment dans la continuité. Mais après... Ouais, mais en fait, finalement, c'est pas un peu ça qu'il nous faut. C'est pas un peu vraiment juste un truc où on sort de continuité et de... oui et non, parce qu'après, il faut quand même se dire que le Docteur, c'est un personnage qui a sa propre histoire. Moi, je suis pas pour, effectivement, qu'on voie toujours les mêmes personnes. De contredire ce qui s'est passé avant, mais t'es pas obligé d'être... Ouais, mais des fois, tu t'en viens à l'oublier. Il y a un passé. En fait, ça donne presque l'impression que c'est oublié finalement. Mais en fait, ce qu'il a fait en 2005, c'est basiquement ça. C'est-à-dire qu'il a repris des concepts, il a repris Unit dès la saison 1, mais il les représente comme si c'était des concepts nouveaux en fait. Et même il les réécrit. C'est-à-dire que Unit dans 2005, ça n'a rien à voir avec le Unit de la série classique. Puis voilà, il reprend le TARDIS, bon pour le coup il le reprend exactement de la même manière, sauf que bon il refait l'intérieur, mais tu reprends les mêmes idées, mais tu fais ce que ta version de ces idées-là, et pas besoin d'avoir le poids du lore de Doctor Who sur tes épaules et de tout ce que ça veut dire. Non, en fait c'est bien, moi je prends énormément de plaisir à chaque fois qu'une compagne découvre le TARDIS et qu'elle dit que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que moi c'est-à-dire que c'est toujours un plaisir de redécouvrir une nouvelle version de la série à travers de nouveaux scénaristes et de nouveaux auteurs. Moi, je trouve que c'est vraiment la chose à faire en fait. Très bien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager sur le sujet? Je crois que non, hein. Effectivement, on en a déjà bien parlé. Je pensais pas que l'émission serait aussi longue. Très bien. Nico, pour toi, c'est bon? Ouais, clairement. Rose aussi. Yep. Des choses à dire dans le chat? À quand la rétro? Au moment d'aller par se coucher. À quand la rétro? Quand on se sera mis de tout ça. Non, en vrai, je pense que ça va pas tarder la rétro, mais faudrait qu'on se revoie un peu tous les épisodes, du coup, pour se replonger dedans. Ouais. Donc, saison 1 et 2. Faut qu'on essaye de prévoir ça, mais je pense qu'on essaiera de faire ça d'ici peut-être la fin de l'été. Enfin, voilà. Yep. Voilà. Qu'on annonce des épisodes qu'on n'a pas encore fait, d'accord? Ouais. On va se faire un marathon tous ensemble sur le Discord. Allez, très bien. Et du coup, c'est la fin de cet épisode de New TARDIS. On espère vous retrouver très vite, au moins, donc comme on vient de le dire pour la rétrospective, la vraie cette fois de la saison 2. On en profite également donc pour vous rappeler que à côté, il existe toujours nos autres émissions. Elles continuent. TARDIS Experience consacrée aux épisodes de la série de 2005. Nous sommes en plein milieu de la saison 7. Vortex, au-delà du TARDIS, notre émission thématique dédiée à l'univers étendu de Doctor Who. Notre dernier épisode, c'était sur The War Between the Land and the Sea, la pauvre série qui actuellement est toujours en attente de diffusion en France avec une VF. Voilà. Merci, effectivement, merci à ceux du chat qui nous ont suivis pendant ce live. C'était sympa. Si vous voulez participer à un prochain enregistrement, venez nous rejoindre sur Discord. Vous aurez la possibilité de postuler ou de nous suivre si on enregistre en live comme c'est le cas là. Voilà, du coup, on est aussi sur X, Facebook et Instagram.
Si vous appréciez le podcast, pensez également à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous aide énormément à nous faire connaître, et du coup à faire connaître l'émission. Et on lit toujours vos retours avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez aussi nous écrire directement à l'adresse retardisexperience@gmail.com. Tous les liens sont disponibles en description. Merci encore de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et des autres. Et à bientôt. Salut. Salut. Kienavo. doctors with companions at their side. When they were faced with danger, they didn't run, they didn't hide. The brigadier and a master and a canine computer.